j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on entame l'avant-dernière journée d'audience dans le procès de l'affaire Jubillar. On est donc à la 3e semaine. Ce sera donc l'audience du jeudi 16 octobre et on est au 17e jour du procès. Alors, cette journée va être consacrée aux plaidoiries des avocats de la défense, Maître Emmanuel Franck qui va plaider le matin et Maître Alexandre Martin qui va plaider l'après-midi. Alors, avant d'attaquer, je voulais juste revenir sur la journée d'hier qui a été particulièrement dense et notamment sur les réquisitions du ministère public qui ont donc requis 30 ans de réclusion criminelle contre Cédric Jubillar pour le meurtre de Delphine Jubillar. Alors, moi, il y a un petit truc, alors évidemment, c'est sévère, mais on sait que de toute façon, la peine qui va être prononcée en général est moins lourde que la peine qui est requise par le ministère public. Donc peut-être qu'il sera condamné à 10-15 ans, je ne sais pas. Mais le détail sur lequel je voulais revenir, et je trouve qu'il est sujet à débat, c'est le fait qu'il n'ait pas retenu la préméditation. C'est-à-dire, il considère donc que c'est un meurtre, mais pas un assassinat. Pour eux, pour le ministère public, Cédric Jubillar est coupable, mais n'aurait pas prémédité à l'avance son geste. Moi, je trouve que c'est discutable. Il y a quand même tout un tas de points qui laisseraient penser qu'au contraire, il a quand même prémédité tout ça. Le fait qu'il se vante, que ce soit auprès de sa mère ou des proches ou son entourage, plusieurs semaines, plusieurs mois avant la disparition de Delphine, de se vanter, de se débarrasser justement de sa femme et d'aller l'enterrer dans un coin où personne ne la retrouvera. Bon, ça fait quand même penser un peu à la préméditation. Et puis expliquer que cette fameuse nuit-là, ils réussissent à planquer un corps ou je sais pas, ou à le faire disparaître ou pourquoi pas à le détruire sans qu'il n'y ait aucune trace, peut-être qu'il y a eu de la préméditation. Ce ne serait pas complètement idiot de se dire qu'il y a eu préméditation. Mais bon, ça n'a pas été retenu par le ministère public. Donc, je reviens à cette journée d'audience. Je vais commencer à lire les comptes rendus donc des journalistes présents à l'audience. C'est parti. Alors, jeudi 16 octobre, avant-dernier jour du procès de Cédric Jubillar. Place aux plaidoiries de la défense avec Emmanuel Franck ce matin et son confrère Alexandre Martin cet après-midi. Les voici tous les deux, donc on voit une photo, stressés à quelques instants de commencer l'audience. L'avocate fait les 100 pas, l'audience va débuter dans quelques instants. 9h06, l'audience est ouverte. Emmanuel Franck est à la barre. Quand j'y pense, mon cœur bat plus fort. Il y a derrière ce procès-spectacle, derrière ce procès-vitrine, 2 frères et une sœur, silencieux et dignes, expose-t-elle en préambule. Il y a aussi 2 invisibles qui attendent, Louis et Elia, 2 orphelins de mère à qui on dira dans quelques heures s'ils doivent vivre avec une histoire judiciaire qui leur contera que papa a tué maman, poursuit l'avocate. Il faut être sûr et certain pour leur dire cela. Peut-on l'être ici ? Interroge Emmanuel Franck. Vous avez entendu cette armée d'accusateurs s'exprimer dans une ambiance de chasse à courre. Ils étaient 11, nous ne sommes que 2. Mais nous sommes les dernières voix d'un homme écrasé depuis plus de 4 ans et qui ne sait plus comment dire qu'il est innocent. Ouais, enfin, petite aparté, on ne peut pas dire que Cédric Jubillar se défende vraiment bien pour quelqu'un d'innocent. C'est-à-dire le fait de raconter à tort et à travers... de se vanter d'avoir fait disparaître Delphine, on ne peut pas dire que ça plaide vraiment en sa faveur. Il n'y a pas vraiment le comportement de quelqu'un d'innocent. Maintenant, je ne sais pas, je suis pas dans... Voilà, je sais pas ce qui s'est passé cette fameuse nuit, mais en tout cas, ce n'est pas l'impression que ça donne. Voilà. Donc, je reprends. Vous avez entendu cette armée d'accusateurs, donc ça, je l'ai dit. Il le dit certainement mal. Ah oui, ça, il le dit très mal. Mais doit-il le dire en hurlant? Doit-il le dire en pleurant? Doit-il le dire en chuchotant? Rien de ce qu'il dira ne satisfera personne, déplore l'avocate. Il a mis le pied dans une machine à broyer dans laquelle la mauvaise foi côtoie l'incompétence. Dans quelle justice accepte-t-on qu'un dossier soit lu à micro ouvert par tout le monde, interroge-t-elle. Dans quelle justice accepte-t-on que des témoins témoignent en première intention dans la presse, avant que de voir les gendarmes,
avant que de venir dans une cour d'assises, puis signer des contrats d'exclusivité pour des séries documentaires Ton et Emmanuel Franck. Donc là, j'imagine qu'elle fait référence à pas mal de personnes, de témoins qui se sont succédés à la barre, du style les ex-compagnes de Cédric Jubilard qui ont témoigné dans la presse. Il y a aussi la mère de Cédric Jubilard qui a témoigné dans la presse. L'amant de Delphine, Donajan, qui a aussi témoigné dans la presse, que ce soit dans les médias ou à la radio, à la télé ou à la radio. Que penser d'une mère qui n'en est pas vraiment une, sympathique pour la mère en question, venue dire toute la douleur qui est la sienne. C'est difficile d'accuser son fils, tellement difficile qu'on le refait au journal de 20h, lance-t-elle en regardant l'avocate de Nadine Fabre à sa gauche. Elle cite également le cas de Marco, l'ancien co-détenu de Cédric Jubilard, qui a raconté sa version sur RTL à Marc-Olivier Fogiel. Quel crédit accorder à des témoins pareils? Il a aussi, je crois qu'il est aussi intervenu sur le plateau de TPMP. Il a fait un peu tous les plateaux, il faut bien le reconnaître. On sent que ce sont des gens animés par l'espoir de devenir un jour quelqu'un, et si possible sous les caméras. Il y a dans ce dossier trop de gens qui n'étaient pas grand-chose et qui ont voulu devenir quelqu'un, estime l'avocate. Comment accepter que des gendarmes en proximité malsaine, avec des témoins qui auraient dû être à un moment donné considérés comme des suspects, là je suppose qu'elle fait allusion à l'amant, les conseillent, les dirigent, les rassurent et tout cela hors procédure, demande-t-elle encore. La justice, la presse avant elle, les gendarmes avant elle, ont passé 4 ans à vous dire que vous ne savez rien. Mais vous êtes les derniers remparts de ce cirque judiciaire. Nous sommes ici dans ce que la nature humaine fait de pire, pense Emmanuel Franck. Elle cite Éric Dupond-Moretti au moment où il défendait Jacques Viguier. Donc l'affaire Jacques Viguier qui ressemble d'ailleurs étrangement, je l'ai déjà dit, à l'affaire Jubilard. Parce qu'on a une femme qui disparaît en pleine nuit, le mari est soupçonné, il y a quand même beaucoup de similitudes. Je n'aime pas ce dossier car je dois me battre contre l'imaginaire. À nous de nous battre contre des « il est impossible »,« il n'est pas improbable »,« il est vraisemblable », énumère-t-elle. On a trouvé un truc magique. On prend plein d'indices, on les met dans une boîte et ça fait un faisceau. On n'a pas besoin de tout savoir, ce n'est pas grave. On prend des petits trucs, on secoue la boîte et hop, une preuve, lance-t-elle avec ironie. On peut condamner sur un faisceau d'indices, mais il faut faire attention. Pour qu'un faisceau d'indices constitue une preuve, il faut regarder la qualité des indices, sur quoi ils portent et s'ils sont convergents, souligne-t-elle. Les indices dont on va parler sont quand même très très loin du crime. Vous n'avez pas une scène de crime, une pièce remplie de sang, et là ce serait un indice, l'indice qu'il se serait passé quelque chose et quelque chose de grave, poursuit-elle. Un écrivain a dit « Quand je le vois de face, il est coupable, mais de profil, il est innocent. Alors je vous demanderai de faire un pas de côté et de regarder les choses de profil », déclare Emmanuel Franck. Elle cite le dossier Zepeda, dans lequel l'auteur a été condamné pour meurtre sans corps. Mais on retrouvera partout du sang de la victime nettoyé, et il a été montré que l'auteur avait loué un véhicule et était allé dans un bois en pleine nuit. Là, il y a des indices. C'est sûr que dans la maison du couple Jubilard, on n'a pas retrouvé trace de sang, mais comme ça a été dit par les avocats généraux et des parties civiles, il y a de fortes présomptions qu'elle n'ait pas été tuée à coups de couteau, mais bien étranglée. Donc c'est sûr que la strangulation ne laisse pas de traces de sang. L'accusation a fait pendant 4 ans et demi ce qu'elle fait de pire, répondre en premier à la question de « par qui ?» et se dire qu'avec un peu de chance, on pourra répondre aux autres, pointe l'avocate. Vous savez quoi? Je respecte les institutions. On n'est pas des voyous. Pourquoi on s'agace? Parce que si moi, je respecte les fonctions de magistrat, de gendarme en l'occurrence parfois, ils ne respectent pas eux-mêmes leurs fonctions, considère-t-elle. On voit que les 6 premiers mois, il y a à peu près 400 témoins auditionnés, mais on ne les interroge que par rapport à lui. Que penser de cette maison pas finie? Est-il quelqu'un de violent? Ne l'est-il pas? Détaille-t-elle. Oui, c'est la chronique d'un désastre judiciaire annoncé. Et M. Aurignac a bien fait de rappeler l'affaire Grégory. Quelle brillante idée de rappeler cette affaire, lance-t-elle, se moquant des réquisitions de l'avocat général hier, suscitant des rires dans le public. Vous savez, le journaliste de Paris Match dans l'affaire Grégory, on a l'équivalent là-bas, au fond de la salle, lance-t-elle, faisant référence à un journaliste du Parisien
qu'elle a maintes fois évoqué. C'est bien, ils règlent leur compte en même temps. Au bout de 5 ans, alors qu'on n'a aucune réponse aux questions essentielles, qu'on a engagé des moyens humains considérables, des moyens technologiques considérables, un demi-million d'euros, et on ne trouve rien, déplore-t-elle d'une voix forte. Et à aucun moment, on se dit que peut-être on s'est juste trompé de scénario, lance-t-elle encore. Dans toutes les enquêtes, on trouve à un moment donné quelque chose, poursuit-elle. Non, pas toujours. Citant l'affaire de la petite Maëlys, rappelant qu'une micro-trace de sang a été retrouvée dans le coffre de Nordal-le-Landais. L'avocate annonce le plan en 3 parties de sa plaidoirie. Elle commence par les indices dont on voudrait qu'ils constituent un faisceau. Elle tente de discréditer la griffure que l'accusé aurait eue sur le bras, rapportée par Jennifer, son ex-compagne, affirmant qu'elle raconte n'importe quoi. Ça commence fort, hein. Elle revient ensuite sur les cris entendus par 2 voisines du couple. Faut surtout pas que ce soit une femme qui s'épargne des chiens, c'est une agression, raille-t-elle. Ok. Elle souligne que les 2 voisines, une mère et sa fille, habitent à 134 mètres du domicile des Jubilard et que les voisins proches n'ont rien entendu. Mais ça encore, ça a été dit. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi elles auraient entendu les cris? Parce que potentiellement, ça s'est passé à l'extérieur. Et donc, il fallait être à l'extérieur pour entendre les cris. Et les gens plus proches, qui étaient à l'intérieur de la maison, ne pouvaient pas entendre. Ça a été dit. Hein. Mais bon, elle fait son boulot. Hein. Et elle est assez forte, hein. Faut bien l'avouer quand même. Hein. Elle se penche maintenant sur le témoignage de Louis, le fils des époux Jubilard, âgé de 6 ans au moment de la disparition de sa mère. Et elle n'y va pas de main morte vis-à-vis des avocats qui le représentent. Ce que l'on fait de la parole de Louis et de ses écrits, c'est extrêmement dérangeant et malaisant. Malika Chmani, tu sais que je t'adore, je sais que tu aimes les enfants, mais ce que tu as fait hier, c'était très joli mais très malaisant, estime-t-elle. Tu racontes la parole d'un enfant, accessoirement ton client, qu'il t'a livré dans ton bureau d'avocat et qui est par nature couverte par le secret. Et tu commentes cette parole. Tu es sorti de ton rôle d'avocat pour devenir un témoin, critique Emmanuel Franck. Oui, enfin, excuse-moi, mais la lettre qu'il a produite, c'est bien une pièce qui fait partie du dossier, qui est donc une pièce à conviction, enfin une pièce de procédure. On n'a pas le droit de faire ça, la parole de cet enfant a été recueillie en procédure dans le cadre d'audition devant des juges d'instruction et c'est le seul matériel qu'on peut avoir. Oui, plus la lettre qu'il a écrite accessoirement, considère-t-elle. Elle déplore que l'administratrice ad hoc chargée d'accompagner les enfants dans la procédure pénale ait un avis sur le dossier et l'exprime à travers Malika Chmani et Laurent Boguet, les avocats qu'elle a mandatés. Elle demande à des avocats d'exprimer son avis, à savoir Cédric Jubilard est coupable, et on ne prend aucune précaution, là où on devrait être observateur, pas accusateur, quand on est censé représenter les intérêts de 2 gamins. Et dans un dossier où vous conviendrez quand même que les choses ne sont pas d'une évidence infinie, ajoute-t-elle, vous n'avez pas peur que dans 5 ans, dans 10 ans, le petit Louis vienne vous demander des comptes et vous dise cette simple phrase « Qu'est-ce que vous avez fait de ma parole ?» questionne-t-elle en direction de 2 avocats, Maître Chmani et Maître Boguet. Et Elia le lui demandera peut-être aussi « Qu'est-ce que tu as dit, Louis ? Est-ce que tu es sûr que c'était papa ?» ajoute-t-elle. Elle s'attarde sur les auditions du petit Louis, dans lequel elle considère que sa parole a varié au fil du temps, et de conclure « On aurait dû laisser tranquille ce gamin. » C'est sûr que ça les aurait arrangés, hein, les avocats de la défense. Mais on en avait bien trop besoin, car si Louis n'entend pas une dispute, Cédric Jubilard dort. On passe aux lunettes de Delphine. D'ailleurs, petit aparté, on se rend compte qu'elle ne s'est pas épanchée, par contre, sur la lettre écrite par Louis, qui est quand même plutôt à charge hein, pour son père. Je reprends. On passe aux lunettes de Delphine aux aguelles, retrouvées cassées, les verres très abîmés, une branche derrière le canapé. On exclut que des lunettes déjà cassées aient pu être plus cassées par le seul effet de Delphine, s'indigne-t-elle. Bah, excuse-moi, mais encore une fois, il a quand même été démontré par des experts que les lunettes ont reçu un violent coup de l'extérieur vers l'intérieur qui correspondrait à une forte gifle. Un enquêteur technique de la Direction générale de l'armement a considéré que l'état des lunettes était compatible avec un coup de poing de pied porté par un adulte ou l'action d'un objet de mobilier. Mais problème, pointe l'avocate, les essais sont faits sur des lunettes qui sont neuves, contrairement à celles de l'infirmière, qui étaient déjà assez endommagées. Fin de l'histoire, lâche Emmanuel Franck. Ouais.
Voilà, elle prend des raccourcis. Hein. Elle pointe une expertise bidon. Être payé des centaines d'euros pour dire que des lunettes ne peuvent être cassées que par un coup de poing. Faut quand même être tranquille quand on fait ça, se moque l'avocate de la défense. Et vous pensez vraiment qu'on peut briser les lunettes de quelqu'un sur son nez et n'en avoir aucune trace sur les mains? Oui, je pense, oui. Interroge-t-elle, soulignant qu'aucune marque n'a été relevée sur les mains de l'accusé. Ouais. Je sais pas, quand tu files, enfin, j'ai jamais fait, mais je pense que si tu files un coup de poing comme ça laisse pas forcément des traces sur ta main. Ça n'a aucune force probante. Si ça en avait une, on s'en serait rendu compte dès le début, considère l'avocate, rappelant que les gendarmes n'ont retrouvé la branche de lunettes que le 6 janvier 2021. Pause d'audience, la plaidoirie au rouleau compresseur. C'est le terme d'Emmanuel Franck, reprend dans quelques instants. L'avocate de la défense en salle d'audience, avant de reprendre sa démonstration, elle échange quelques mots avec Nicolas Ruff, l'un des avocats généraux. L'audience reprend. Je ne vais pas faire l'économie d'un élément présenté comme important, c'est le sens du véhicule, pointe Emmanuel Franck. Elle fait référence à la 207 de Delphine Ozaguel, qui aurait été garée capot vers le haut par celle-ci le 15 décembre 2020 et retrouvée dans l'autre sens capot vers le bas le 16 décembre 2020 au matin. Il faut bien que le véhicule ait servi parce que sinon, comment on fait pour enlever le corps? Alors on s'y accroche à cet élément, déplore-t-elle. On vous dit, Hélène, un témoin sur 500, dit qu'elle avait cette habitude-là. Parce que c'était plus pratique pour la petite, parce qu'il faudrait admettre que capot vers le haut, on la sort côté route, observe l'avocate. Oui, enfin, il n'y a pas qu'une personne qui le dit, hein. Il y a tout le monde le dit, l'entourage, les voisins. Et pour alimenter ça, on vous dit, si on se gare capot vers le bas, on se retrouve dans les ronces. Mais vous les voyez où, les ronces? S'agace l'avocate en brandissant deux photos des places de parking aux jurés. Ce point de l'enquête a été largement débattu, notamment le 7 octobre, avec le témoignage formel de Guillaume T., un voisin du couple, qui a garé sa camionnette blanche face à la 207 le 15 au soir et dont il certifie qu'elle était capot vers le haut. Et l'avocate s'attaque à un témoignage clé du dossier, celui d'Anne S., proche amie de Delphine Ozaguel. Proche amie de Delphine Ozaguel. Elle ne comprend pas comment Anne S. a pu certifier pendant 4 auditions que la dernière image qu'elle garde de sa meilleure amie, Delphine Ozaguel, était devant l'école des enfants le 15 décembre 2020. Avant d'affirmer à la 5e audition, en avril 2021, alors qu'elle est convoquée par les gendarmes, s'être trompée, elle affirme finalement avoir vu son amie quelques minutes plus tard et que sa voiture était garée dans le sens de la montée, donc capot vers le haut. Attendez, il faut que je vous dise un truc, je vous ai raconté n'importe quoi. En fait, la dernière fois que j'ai vu ma meilleure amie, c'est devant la maison, je m'en souviens, un chien a traversé la route, déclare l'avocate, leur chien en l'occurrence, déclare l'avocate en se mettant dans la peau d'Anne S. Vous savez ce que je pense? Je pense qu'elle est convaincue que c'est Cédric Jubilard qui a fait le coup. Non, mais ça a été démontré ensuite qu'elle avait bien été chez Delphine dans l'après-midi pour prendre un café. Donc en fait, bullshit. Voilà, bullshit. Bref, je reprends. Vous savez ce que je pense? Je pense qu'elle est convaincue que c'est Cédric Jubilard qui a fait le coup et qu'à un moment donné, ce petit mensonge n'est pas bien grave. C'est un petit mensonge pour une cause plus grande, estime Emmanuel Franck. Quand on est sûr et certain, pourquoi on ne le dit pas les 4 premières fois quand la question est posée, insiste l'avocate, et d'affirmer qu'Anne S. a toujours menti pour enfoncer Cédric Jubilard, affirmant que c'est une autre amie de Delphine Ozaguel, Amélie M., qui lui a annoncé sa disparition, alors que c'est bien l'accusée, certifie l'avocate. Le rythme de sa plaidoirie est soutenu. L'avocate livre une démonstration méthodique, dense, précise, avec une pointe d'ironie qui suscite souvent des sourires, voire quelques rires dans la salle. Elle semble infatigable et ne bafouille quasiment jamais. Elle se penche à présent sur l'expertise concernant la condensation constatée par les gendarmes à l'intérieur de la voiture de Delphine Ozaguel, se moquant de l'expert venu à la barre alors qu'il n'a rien expertisé. Il nous dit, la voiture, je ne l'ai jamais vue, ni en vrai ni en photo, relève-t-elle. Et quand maître Martin parle de la voiture de son fils, l'expert lui dit, maître,
Je ne peux pas vous répondre. J'ai pas vu votre voiture, pointe l'avocate. Elle s'étonne que dans le cas du fils d'Alexandre Martin, ça empêche l'expert de répondre, mais dans celui de la voiture de Delphine Ozaguel, où il semble plus à l'aise. Mais pas dans celui de la voiture de Delphine Ozaguel, où il semble plus à l'aise. Elle rappelle qu'aucune trace de sang, de salive, d'urine n'a été retrouvée dans le véhicule. Elle se demande où il aurait mis le corps à l'intérieur, dans le coffre rempli d'objets. Peut-être qu'il a roulé dans la couette, pour pas laisser de traces, et que c'est peut-être pour ça qu'ensuite il a lavé la couette. Alors je sais, il n'a pas lavé le jour où les gendarmes sont arrivés, parce qu'ils sont arrivés, mais il a lavé 1 ou 2 jours après. Parce que, soi-disant, les chiens auraient uriné dessus. Ou à l'arrière, donc je reprends, ou à l'arrière, où il y a le siège des enfants, impossible selon elle. Il aurait donc mis la dépouille de son épouse côté passager en plein couvre-feu. Vous pensez sérieusement qu'il va transporter un corps côté passager? Elle ne comprend pas pourquoi Cédric Jubilard aurait appelé les gendarmes dès 4h09 du matin. Il avait encore 2h30 devant lui, le temps de tout essuyer, de tout effacer, de mieux s'organiser. Mais c'est lui qui appelle les gendarmes. À contrario, on pourrait se demander pourquoi il est empressé, son empressement à appeler les gendarmes, seulement 20 minutes, soi-disant, après avoir découvert que Delphine n'était plus dans la maison. Pourquoi s'empresse-t-il? Pourquoi appelle-t-il aussi rapidement les gendarmes? On peut aussi se poser la question. Elle estime que si Cédric Jubilard a bien tué son épouse en pétant les plombs, c'est un crime qui devrait laisser des traces. Alors, est-ce que son client est un génie du crime ou un total abruti? Peut-être que c'était pas juste un crime, que c'était peut-être pas juste un meurtre et que c'était prémédité en assassinat. Même si ça n'a pas été retenu par le ministère public. Donc je reprends. Il va falloir un jour se déterminer, glisse-t-elle avec ironie. Elle estime que si Cédric Jubilard a vraiment étranglé son épouse, elle s'est forcément débattue. Il y aurait des traces de coups sur le corps. Et on en fait quoi du corps? Mystère. Tout a été vérifié. Il pleuvait ce jour-là. Il n'y a pas de boue dans la voiture, pas de boue sur ses chaussures, pas de boue sur les roues de la voiture et pas d'éraflure, détaille-t-elle. Elle estime que son client aurait été un acteur très fort, car il envoie une série de messages à Delphine Ozaguel avant d'appeler les gendarmes. Ça, c'est peut-être pour justement éloigner les soupçons de lui-même. L'avocate en cite plusieurs en mettant un ton implorant. « Tu es où ?» Réponds. « Réponds, s'il te plaît, tu es où? Décroche, s'il te plaît. T'as vu l'heure? J'ai appelé les flics, maintenant, on verra bien. » Pour elle, le gros problème de l'accusation, c'est le téléphone de Delphine Ozaguel qui se réactive à 6h52 le 16 décembre 2020. Les experts ont montré qu'ils avaient observé une action humaine avec le déverrouillage du téléphone à cette heure-là. Or, souligne l'avocate, son client était alors avec les gendarmes, affirme-t-elle. Ce n'est pas une action intempestive, c'est une action volontaire, souligne-t-elle. L'accusation estime que Cédric Jubilard a pu désactiver le téléphone discrètement, même avec la présence des gendarmes à son domicile, mais pour l'avocate, ce raisonnement est dégueulasse, parce que cette réactivation de téléphone est un élément disculpant. Non, parce que justement, il a été prouvé qu'à cette heure précise, Cédric était momentanément tout seul dans la maison parce que les gendarmes étaient justement sortis du domicile pour aller inspecter le véhicule de Delphine. Donc, il aurait pu le rallumer à ce moment-là, le téléphone de Delphine. Je reprends. Elle passe à la dernière partie de sa plaidoirie. Ce qui tient l'accusation et qui aurait pu remporter votre conviction, c'est de se dire, en même temps, qui d'autre? Ça ne peut être que lui, relève-t-elle. Alors là, je peux pas m'empêcher de lorgner, encore une fois, sur les tweets d'un autre journaliste, parce qu'il donne d'autres éléments qui sont intéressants dans la plaidoirie de maître Emmanuel Franck. Et donc, je vais vous lire les tweets, donc toujours sur les faisceaux d'indices. Alors, ce qui est inédit dans ce dossier, c'est que les indices sont quand même très très loin du crime. Vous n'avez pas une scène de crime. Ce qui est inédit, c'est que sur l'existence même d'un meurtre cette nuit-là, on vous demande de réfléchir à un faisceau d'indices. Ce qui est inédit, c'est que ces indices doivent vous convaincre qu'il y a un meurtre cette nuit-là, puis un second pour vous dire que ça ne peut être que lui. On a un faisceau d'indices sur un faisceau d'indices. On ne peut pas juger comme ça, c'est dangereux. Cheminons ensemble. Un écrivain a pu écrire « Quand je le vois de face, il est coupable. Quand je vois de profil, il est innocent. » Je vous propose de regarder de profil. Au commencement, une femme disparaît le 15 décembre entre 22h55
et 23h05. 22h55, car ça serait le dernier message envoyé à l'amant, mais ce n'est déjà pas sûr car on n'a pas de ces discussions Snapchat. Même ça, on n'est pas sûr. À minuit 11, on a une connexion WhatsApp, puis une ouverture de la vidéo. Vous pouvez déjà en douter. Effectivement, pas de corps, pas de scène de crime. On vous a dit que ce n'était pas gênant, que ça arrivait tous les jours. Il y a des pays où on ne peut pas condamner pour meurtre si on ne retrouve pas de corps. En France, on peut, mais ça invite à la prudence. Maître, donc ça j'ai déjà dit, il y avait un GPS sur sa voiture où il s'est rendu, donc elle cite, pardon, le dossier Zepeda où en fait la petite japonaise qui n'a pas été retrouvée et dont cet homme a été condamné alors qu'il n'y a pas de corps, mais il y avait de fait, il y avait du sang dans la chambre qui avait été nettoyé, le GPS sur sa voiture. Ici, dans notre dossier, on va passer d'une disparition inquiétante. Au bout d'une semaine, on parle d'enlèvement et séquestration, mais on n'en sait rien. Et puis, un mois plus tard, on passe à meurtre par conjoint. Quand j'ai posé la question à l'enquêteur, pourquoi, sur quels éléments objectifs on change cette qualification, il parle du temps qui passe, et quand on lui demande ce qui permet de dire que c'est dans la nuit, il ne répond pas, on en reparlera. On oublie un peu dans ce dossier que la justice pénale doit répondre à des questions. De quoi parle-t-on? Où, comment et par qui? 5 ans après, la justice n'a répondu à rien. À telle enseigne qu'il y a 2 mois, des parties civiles demandaient des investigations complémentaires. C'est la preuve que ce dossier n'était pas prêt à être jugé. L'accusation a fait pendant 4 ans et demi ce qu'elle a fait de pire, répondre en premier à la question par qui, en disant qu'elle répondrait au reste après. Oui, on est agacé par les gendarmes. Quand on lit les 30 000 pages, on voit que les 6 premiers mois, 400 témoins sont auditionnés. Et on les interroge que par rapport à lui, donc à Cédric. Que penser de lui? Est-il violent? Et cette maison, pourquoi n'est-elle pas bien entretenue, etc. Donc en fait, elle démonte point par point. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Même s'il y a un faisceau d'indices, il y a quand même beaucoup de zones d'ombre. Ça, on ne peut pas le nier. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Il n'y a rien de clair. Effectivement, on entend, les voisines entendent un cri de femme. Donc là encore, elle explique que soi-disant c'est une femme qui crie pour séparer des chiens. Ça, c'est ce qu'elle interprète, hein, évidemment. Mais elle leur reproche de ne pas avoir appelé les gendarmes. C'est pour ça qu'elle n'appelle pas les gendarmes. Donc elle considère que, d'après les voisines, c'est pas suffisamment grave pour appeler les gendarmes. Il n'y a pas de voix d'homme, pas de dialogue, et des cris qui durent entre 5 et 10 minutes, c'est beaucoup, 5-10 minutes d'étranglement, c'est même incompatible, car quand vous êtes étranglé, vous ne pouvez pas crier. Peut-être qu'il s'est passé des choses avant qu'il l'étrangle, éventuellement, qu'elle aurait crié avant. On n'entend pas des arrêtes, qu'est-ce que tu fais? Alors ils viennent d'où ces cris? Plus un cri est loin, et plus il est difficile de le localiser. Donc concernant l'audition du fils de Cédric, donc le petit Louis, donc, elle dit que, bah voilà, il a changé de version, effectivement, il y a eu plusieurs auditions. Donc voilà, elle dit que c'est pas tout à fait très clair, etc. Par exemple, dans la seconde audition, il est plus confus, il se trompe sur la tenue de sa maman, c'est plus confus, mais c'est normal, c'est un gosse. Il dit qu'il va se coucher, il dit j'ai tourné, je me suis réveillé le matin, il ne dit rien, alors on y revient, on lui repose des questions, et là il va dire qu'il a entendu maman et papa se disputer, et entendre, puisque c'est comme ça, on va se séparer. C'est un peu anachronique, on vous dit que Cédric découvre un message et pète un plomb. Dire si c'est comme ça, on va se séparer, ce n'est pas un pétage de plomb. Ça peut dégénérer ensuite. Hein. Et le troisième interrogatoire, qui n'est pas filmé et dont on n'a pas l'heure de fin, on nous dit qu'il a eu la parole libérée. Il raconte alors une scène, il ne se souvient plus de la phrase, puisque c'est comme ça, on va se séparer. Il raconte une scène, il dit qu'il aurait ouvert la porte du couloir et aurait vu entre le canapé et le sapin de Noël. Il dit qu'il va faire du bruit et que papa vient vérifier s'il dort bien, et c'est le matin. Si on ouvre la porte de l'intérieur, on ne voit rien. On ne peut pas voir, ça n'est pas possible, je ne lui en veux pas, il a 7 ans, c'est fragile le témoignage. Ouais. Donc toujours la plaidoirie de maître Emmanuel Franck. On aurait dû le laisser tranquille, ce gamin.
mais on en avait besoin pour l'accusation. Il faut faire des choix, c'est-à-dire que soit ce n'est pas Delphine qui crie dehors, soit la scène de Louis n'existe pas. Les indices ne collent pas entre eux, c'est impossible. Ça, c'est elle qui le dit que c'est impossible. Donc les lunettes cassées, c'est un élément important pour la défense car ça montre une trace de violence. Alors il faut qu'elles soient cassées, plus que cassées, et que ça lui... Que ça lui quoi? Que ce soit lui qui les ait cassées. Ces lunettes étaient déjà cassées, et c'est pour ça qu'elles n'ont intéressé personne pendant longtemps. Cédric dit qu'elles étaient cassées, oui. Mais là, elles étaient plus que cassées, elles étaient inutilisables. Louis le dit, l'expert le dit, car il voit un point de colle. Des témoins le disent. Anne dit, même, elle les portait de moins en moins. Et l'amant, lui, ne savait même pas qu'elle portait des lunettes. Bah, c'est-à-dire, si elle le voyait en mettant ses lentilles, parce que peut-être qu'elle se trouvait plus jolie avec ses lentilles, qu'elle était dans une démarche de séduction avec son amant, normal qu'il n'ait pas vu ses lunettes hein, en même temps. Je vois pas ce qu'il y a d'incroyable. Hein. Elles n'intéressent personne. Elles sont sur le bar le 16 décembre. Elles iraient jusqu'au 23. On trouve la branche de lunettes le 6 janvier. Ces lunettes, on vous les présente comme un élément essentiel, mais elles n'ont intéressé personne jusqu'en juillet 2022, date de l'expertise. Les gendarmes écrivent « Intérêt criminalistique, apprenons que les cassures sont antérieures aux faits. Le Blue Star ne réagit pas. » C'est une expertise bidon. Vous pensez vraiment qu'on peut briser les lunettes sur le nez de quelqu'un sans qu'il y ait de traces? Oui. Sans que Cédric Jubilard n'en ait des marques sur les mains? Oui. Alors, vous retiendrez qu'il n'y a pas de sang sur les lunettes. En même temps, si elle a reçu un coup violent, type coup de poing dans ses lunettes, je vois pas pourquoi il y aurait des traces de sang dessus. Hein. Qu'elles ont voltigé, sont tombées par terre. Je reprends qu'il n'y a pas de traces de sang sur ses lunettes, qu'il n'a pas de traces sur les mains, que c'est encore une pièce dans le puzzle qui ne vaut pas grand-chose. Parlons du sens du véhicule. C'est encore éloigné de ce qui nous préoccupe. Si Cédric Jubilard était menteur, il aurait suffi qu'il dise qu'il a fait un tour dans le village et c'est réglé. C'est encore un point important pour l'accusation, car, pour compléter l'ensemble, il faut bien que le véhicule ait servi, alors on s'y accroche. Il faut pour l'accusation démontrer une habitude et que cette habitude devienne le cas particulier. C'est vrai, elle avait l'habitude de se garer capot vers le haut, c'est vrai, Cédric le dit, comme les voisins. Dans 90% des cas, on revient capot vers le haut. Il y a 2 cas où l'on revient et on se gare vers le bas, quand on rentre de l'école sans passer par la crèche et quand on va au City-Stade. Ce qui est certain, c'est que quand on vient de l'école et ce qu'elle fait ce jour-là, le plus naturel est d'arriver capot vers le bas. Oui, mais elle en revient souvent de l'école en voiture. Et c'est pas pour ça qu'elle a l'habitude de se garer capot vers le bas. Donc sa démonstration, elle n'est pas très cohérente. Je continue. Le problème, c'est que cette habitude, il faut en faire une certitude. Et là, on vient vous expliquer qu'on a des témoins. On en a 2, Anne et le voisin. Attention, ce sont des témoins et un témoignage n'est pas une preuve. Même sous l'Ancien Régime, il en faut 4. Alors, regardons si ces témoignages sont crédibles. Pouvez-vous retenir ces témoignages? Il faut regarder les conditions dans lesquelles elles ont été dites, si cela a été dit tout de suite ou si la version a changé. Anne, la difficulté, c'est qu'elle est entendue plein de fois. Les 4 premières fois, quand on lui demande la dernière fois elle a vu Delphine, elle répond « La dernière image que j'ai d'elle, c'est devant l'école à 16h30. » C'est sa meilleure amie. On se souvient de la dernière fois où l'on voit sa meilleure amie. J'ai la mienne dans la salle. Oui, mais... Enfin bon, bref, je sais pas quoi en penser. Apparemment, elle a quand même pris un café dans l'après-midi avec Delphine, donc c'est qu'elle a vu après, et c'est comme ça qu'elle a vu que sa voiture était garée capot vers le haut, comme habituellement, et qu'elle se rappelle parce qu'elle a failli percuter un des chiens du couple. Elle est contactée le 1er mars par la gendarmerie, elle s'interroge, elle dit « Je ne comprends pas pourquoi il m'appelle », elle est convoquée par le méchant enquêteur, celui qui a été écarté. On lui demande de faire le trajet école-maison. Je ne comprends pas pourquoi les gendarmes font appel à elle pour ça. Elle n'habite pas dans la même rue. Elle ne connaît pas l'habitude de Delphine. Bah si, puisque des fois, elle prenait le café avec elle. Donc, elle voyait pertinemment comment elle était garée. Elle n'a jamais dit qu'elle savait comment était garée Delphine. Si, elle l'a dit, puisqu'elle a dit qu'elle avait vu... Enfin, bon.
C'est bon, de toute façon, elle est là, elle est dans son rôle d'avocate de la défense. Hein. Elle est hargneuse, elle est percutante, c'est son job. Hein. Aucune raison de croire qu'elle a quelque chose d'intéressant à dire là-dessus. Donc pourquoi on l'appelle le 1er mars? Le 2 mars, elle fait les trajets d'habitude. Et puis le 1er avril, elle est convoquée par les gendarmes. Et là, elle dit, ça fait 5 mois que Delphine a disparu, mais je vous ai raconté n'importe quoi. La dernière fois que je l'ai vue, c'était devant la maison. Je ne sais pas si elle a dit texto, je vous ai raconté n'importe quoi. Et le propriétaire de la camionnette, magique, camionnette magique, qui apparaît et disparaît dans la nuit. Oui, mais enfin, lui, il n'est pas magique parce que il a déjà dit 30 000 fois qu'il était toujours garé derrière Delphine. Non, face à Delphine, toujours face à Delphine, qui se garait capot vers le haut, que ce soir-là, quand il est rentré chez lui, il a bien remarqué que la voiture était garée capot vers le haut, que le matin, quand il est parti tôt pour aller travailler, il a dû manœuvrer parce que la voiture avait changé de sens, était garée capot vers le bas, et qu'elle lui fait tourner le dos. Vous voyez les sièges auto. Donc non, il le sait très bien en fait. Et il était garé toujours au même endroit, il sait pertinemment comment était garée la voiture de Delphine. Bref. Ce témoin dit que sa camionnette était bloquée contre la voiture, sauf que la gendarme a ouvert le coffre. Alors, est-ce que cette camionnette a disparu pendant la nuit? On ne sait pas. Elle n'a pas disparu puisqu'il s'est levé tôt le matin pour aller travailler. Et 1 an après la disparition, Marco, le magnifique, apparaît. Il dit que Cédric Jubilard a déplacé le corps dans un véhicule blanc. On va alors saisir le véhicule d'un de ses amis. On ne trouve rien, on s'en fiche, mais cela montre bien à quel point cet élément est friable. Après, s'il s'est réellement servi, parce qu'effectivement, une citadine, pour transporter un corps, c'est peut-être pas ce qui est le plus évident. Si c'est réellement servi d'une camionnette, parce que cette camionnette, de mémoire, elle est garée dans la résidence, et de mémoire, j'avais entendu dire qu'elle n'était pas verrouillée, qu'il s'en serait servi justement pour transporter le corps de Delphine. Si elle n'a pas été perquisitionnée tout de suite, la camionnette, on a eu le temps de la nettoyer à l'intérieur de l'habitacle. Je dis ça, je dis rien. Je reprends. Et la buée, c'est ridicule. La source d'une chaleur est nécessaire pour la condensation. Les gendarmes le disent avant l'expertise, mais les gendarmes ont besoin d'une caution. Alors ils font venir un expert, mais l'expert n'a jamais vu la voiture. Il n'a rien expertisé. Et il n'y a aucune trace dans la voiture, pas de sang, rien. On va essayer d'aller encore plus loin et d'assembler ces indices pour les rendre cohérents. Il faut qu'on imagine la scène de ce qu'on vous propose. Je remercie les avocats généraux, car vous ne vous êtes même pas entendus pour savoir si elle a été tuée à l'intérieur ou dehors. Déjà, là, je pourrais m'arrêter, car c'est pathétique. Mais on va essayer de voir comment assembler ces indices. Ça, c'est sûr. Elle pointe quand même tous les dysfonctionnements qu'il y a eu, et il y en a eu. Il y a des zones d'ombre, ça c'est sûr. Apparemment, les avocats généraux, effectivement, ne sont même pas mis d'accord sur à quel endroit aurait été tuée Delphine, si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur, et c'est quand même un élément primordial. Je reprends. Mais on va essayer de voir comment assembler ces indices. Ce qui est compliqué, c'est de partir du principe que c'est lui et d'essayer ensuite de ramasser tous les éléments. Il faut que dans un temps record, il ait pu tuer Delphine, la mettre dans la voiture, partir conduire, et le temps est très court, car il appelle les gendarmes à 4h09. Je ne trouve pas qu'il soit si court que ça. C'est-à-dire, s'il s'est passé quelque chose entre 23h et minuit, ça lui laissait quand même 4 heures pour agir. Surtout si c'était prémédité. Bref, je reprends. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi il appelle les gendarmes aussitôt. Il aurait pu appeler 2 heures après, personne ne lui aurait reproché. On veut à tout prix que Delphine ait peur du noir et qu'elle ne serait jamais sortie. Et ceux qui disent le contraire, on s'en moque. Sur les étoiles, je m'en fous, qu'elle soit allée voir les étoiles ou non. Mais la semaine d'avant, l'amant dit qu'elle y est allée et qu'il était très tard, plus de 23 heures, donc arrêtons de dire qu'elle avait peur du noir. Non, il me semble que la nuit des étoiles, c'était par une chaude soirée d'août qu'elle était allée voir les étoiles, en fait, pour également dialoguer avec son amant par téléphone. C'était pas en hiver. Et les chiens ont dit qu'elle ne les sortait jamais. Bah oui, tous les témoignages peuvent en attester. Cédric vous dit, comme elle se couchait très tard, si elle pouvait faire un tour avec eux, c'est si incroyable. On ne veut tellement pas que ce soit possible. Si vous aviez eu besoin de dire l'inverse, vous l'auriez dit. Ouais. Et je n'ai toujours pas compris si c'est un crime impulsif ou réfléchi.
Si c'est impulsif, ça laisse des traces car on ne réfléchit à rien et on éclabousse tout. Est-ce juste un impulsif ou un manipulateur? On ne sait pas. A priori, selon le ministère public, ce n'est pas un crime réfléchi, puisque sinon, ils auraient retenu la préméditation et l'assassinat. Or là, ils parlent de meurtre. Donc, selon eux, ce ne serait pas prémédité. Ce dont on est en droit de douter, hein, fortement. On ne retrouve pas de traces de nettoyage, pas de traces de lutte, pas de traces sur lui, rien dans la voiture. C'est quand même l'essentiel. Non, il n'y a rien. Pas le début d'une scène de crime. Et le chien, on dit que c'est la preuve ultime. Je veux bien qu'il y ait des bâches. J'ai même hésité à plaider l'hélicoptère. Le chien va dans un champ, ça ne marche pas, il pleut. Elle ne va pas aller promener Elia dans un champ sous la pluie, alors laissons ça de côté. Ce qui tient l'accusation, c'est de dire « mais en même temps, qui d'autre? Mais ça ne marche que si on a fermé toutes les portes. » Mais là, ce n'est pas le cas. Elle est forte, hein, quand même. Hein. Elle est quand même très forte. Elle peut instiller le doute dans l'esprit des jurés et réduire considérablement la peine de Cédric s'ils estiment qu'il est coupable. Hein. On a une procédure de gendarmerie qui n'est pas sérieuse. On a des choses qui se passent hors procédure. C'est interdit, sachez-le. On a perdu confiance en les gendarmes, alors on a demandé toutes les communications téléphoniques. On apprend qu'il donne un rendez-vous à l'amant de façon informelle et qui dit qu'il ne veut pas parler au téléphone comme un voyou. Ah bon, il donne rendez-vous à l'amant? Ça n'a jamais été dit, ça. Donc l'avocate passe à la dernière partie de sa plaidoirie. Ce qui tient l'accusation et qui aurait pu emporter votre conviction, c'est de se dire en même temps qui d'autre, ça ne peut être que lui. Mais ça, donc, ça ne marche que si on a une procédure de gendarmerie en béton qui a fermé toutes les portes, mais là, ce n'est pas le cas. On a une procédure de gendarmerie qui n'est pas sérieuse. Elle égrène donc plusieurs actes d'enquête qui ne figurent pas dans la procédure. C'est interdit de faire ça, insiste-t-elle. Elle rappelle qu'un gendarme a été écarté à cause de sa proximité malsaine avec des témoins qui pourraient être des suspects. Et de rappeler les propos d'Anne S. dans une écoute en février 2021, dans laquelle elle explique avoir échangé avec ce gendarme qui lui a affirmé être persuadé du fait que Cédric Jubilard est coupable, mais qu'il manque 10% de preuves selon lui pour l'envoyer aux assises. L'avocate avait déjà livré ces éléments à l'audience, mais le public dans la salle les découvre. Une rumeur monte, les visages de plusieurs personnes montrent une certaine sidération. Elle regrette une certaine connivence, selon elle, des enquêteurs avec un journaliste du Parisien qui publiait des articles dégoûtants sur son client qui ont été brandis pour justifier le trouble à l'ordre public et dont le refus de le sortir de détention. Ils sont obligés de récupérer des grains de sable, ils n'ont pas de pelle sable. C'est honteux et après on vient nous dire qu'on a fermé toutes les portes. Et on continue, on a des accointances avec la presse pendant des mois et des mois. Il y avait un article dans Le Parisien, décidément elle attaque beaucoup Le Parisien, avant les audiences chez le juge, et on apprend que c'est vrai. L'amant dit, Le Parisien s'est fait couper l'herbe sous le pied, quelle honte, quelle honte. C'est ça l'ambiance de cette enquête. Ça c'est dégoûtant, c'est tout ce que doit combattre la justice. Des choses auraient mérité d'être exploitées. Le livret de famille qui est remis par un passant. Ouais, c'est vrai que c'est pas clair cette histoire de livret de famille. Je crois que on retrouve le livret de famille plusieurs mois après la disparition de Delphine, donc je crois en 2021, début 2021, je suis pas sûre. Quelqu'un, un passant, le retrouve dans la rue comme ça. On aurait pu faire l'ADN et on a une demi-page dans le dossier. Après, je vois pas le rapport entre le fait qu'on ait retrouvé un livret de famille et la disparition de Delphine. Je sais pas. Et le compte Instagram qui se connecte et qui ajoute en ami sa meilleure amie, on nous dit que c'est un compte fantôme, mais 2 jours plus tôt, on dit que c'est le compte d'Anne. On en fait quoi? Le compte Instagram se réveille et on n'en fait rien. On aurait dû creuser. Et vous avez l'amant de Delphine. Je ne vais pas en faire un coupable, mais quand même, elle disparaît, on sait qu'elle a un amant et que sa femme a appris qu'elle allait être quittée 2 heures avant. Pour un gendarme, ça doit s'allumer. Il y a 3 suspects. Et encore plus quand la maman, il dit que c'est juste
une relation amicale, téléphonique, et quand on lui demande, il dit c'est parce que j'ai trompé ma femme, alors qu'il est censé lui avoir dit. Les gendarmes ne font rien, une perquisition de 30 minutes qu'ils appellent même visite domiciliaire. Il n'y a pas de photo, pas de Blue Star, pas de tour du jardin, pas de vérification de voiture, aucune vérification de son emploi du temps. On ne sait rien sur ces gens. Enfin, ils ont quand même fait les vérifications alimentaires, de savoir que son portable n'a pas borné en dehors du domicile et que la domotique démontrerait qu'ils ne sont pas sortis de leur maison cette nuit-là. Et on a le téléphone de l'amant. Ce téléphone borne le 15 au soir et le 16 au matin à Montauban. Non, c'est faux. Mais on ne peut pas le placer dans la nuit à cause des sessions data. On ne peut pas le géolocaliser. Donc, il peut avoir bougé dans la nuit et on tombe sur ce tableau. Ce tableau qui explique que le téléphone de l'amant couvre le domicile des Jubillards et il manque une seule étude téléphonique, la sienne. Oui, mais ça a été dit ensuite. C'était une erreur d'un gendarme qui avait fait un copier-coller du numéro de téléphone de l'amant qui avait appelé Delphine. Mais il n'a pas borné le téléphone de l'amant. Il n'a pas borné à proximité du domicile des Jubillards. Il est resté, il a été géolocalisé à leur domicile à Albi et il n'a jamais bougé, visiblement. Mais donc, Maître Franck considère que l'erreur de copier-coller du gendarme n'est toujours pas claire. Cette histoire n'est pas réglée. Bah à ce moment-là, si elle ne trouve pas ça clair, on pourrait dire aussi que les 17 points de géolocalisation qui avaient été trouvés dans le bois de Mirandole, à proximité d'un lieu dit Vesoul, hein, qui se trouve à, je crois, une quinzaine de kilomètres ou une quinzaine de minutes en voiture de Cagnac-les-Mines, on peut dire aussi que c'est pas très clair non plus. On nous dit que c'est des points GPS, ensuite on nous dit que ça correspond à une latitude et une longitude. Je pense que, bien que ce soit pas clair, ça aurait peut-être été pertinent d'aller faire un petit tour là-bas, puisque les coordonnées donnaient une position très précise, et d'aller vérifier. De toute façon, ça a déjà été fait, je pense, par des détectives privés. Jusqu'à présent, rien n'a été retrouvé, mais enfin bon, si on s'engage sur ce terrain-là, après tout, pourquoi pas, hein. Donc je reprends. Phrase de la journaliste, je ne peux pas mettre tous les détails de sa plaidoirie, mais elle argumente pied à pied sur chaque élément du dossier qui lui semble contradictoire, inexpliqué, suspect. Elle déroule ensuite les profils de plusieurs suspects sur lesquels l'avocate considère que les investigations ont été insuffisantes. Donc là, l'avocate fait donc la liste des suspects potentiels évoqués en première semaine de procès et démontre avec brio que les investigations à leur sujet n'ont pas été menées. Elle conclut ensuite les larmes aux yeux. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas lui enlever que sa plaidoirie à Maître Franck, elle est vraiment très pertinente et que Cédric Jubilard a vraiment de la chance d'avoir une telle avocate pour le défendre, hein, parce que clairement, c'est pas avec son comportement que ça va faire pencher la balance en sa faveur. Hein. Donc je reprends. Alors on en fait quoi de tout ça? Ça va vous paraître un effet de manche, mais rien de ce que je vous ai dit n'est faux. Tout est dans le dossier. Après, on peut toujours faire de la psychologie grossière de prétoire. On peut vous raconter des salades, que ça ne peut être qu'un meurtre cette nuit-là, que lui, il y a quelques jours, on a retrouvé un squelette à Blagnac près de Toulouse, tout le monde y a pensé. On y a pensé, pas parce qu'on est stupide, même le parquet de Toulouse en parle dans son communiqué de presse. C'est pour ça que je vous demande d'être prudent. Rien ne va jamais. Après, ce dont on peut être à peu près certain, c'est qu'elle n'a pas disparu, c'est pas une disparition volontaire. Hein, ça paraît totalement absurde. Hein, elle n'a pas été enrôlée par les témoins de Jéhovah ou par le djihad. Donc c'est forcément que quelqu'un s'en est pris à elle. Mais là où je suis d'accord avec elle, c'est qu'on a un faisceau d'indices. Mais quand on détricote le dossier, même s'il y a de fortes présomptions pour que ce soit Cédric Jubilard, il y a quand même des preuves, il y a beaucoup de zones d'ombre. Ça, on ne peut pas l'enlever. Donc, je reprends. Et Maître Franck de reprendre point par point des déclarations très suspectes d'un certain Anthony C. par texto à sa petite amie qui affirmait avoir tué Delphine et ajouté « Je ne suis pas fière, je vais mettre des fleurs sur son corps ». Oui, bon, après, on sait très bien que dans ce type d'affaires criminelles, il y a toujours des illuminés qui s'auto-accusent d'avoir commis le meurtre, en fait. Hein. Il y a toujours tout un tas d'illuminés qui disent « Ah bah,
moi je sais ce qui s'est passé parce que c'est moi le meurtrier, donc bon, c'est pas pour ça que ça en fait, des vrais suspects. Hein. Donc elle se tourne vers son client. Tu aurais pleuré, Cédric, tu aurais pleuré, on ne t'aurait pas cru. Tu as une bague? Oh là là, tu réponds trop souvent, je ne sais plus. Et puis tu n'as pas assez cherché, on te le reproche. Donageant n'a jamais cherché, mais toi on te le reproche. Bon, en même temps, le mari, c'est quand même Cédric, c'est pas Donageant. Je n'ai plus rien à vous dire et je suis épuisée. Dans quelques secondes, je ne pourrai rien dire. Je me serai battue à chaque instant. C'est difficile de s'arrêter de parler. Tant que je plaide, je le défends encore. Je l'ai défendu devant les juges, les journalistes, ma famille, des inconnus, et je continue, mais je vais me taire, car c'est seulement dans le silence et le recueillement que vous pourrez mettre fin à ce cauchemar. Immense plaidoirie et immense avocate. Donc je reviens juste sur les propos d'un certain Antonicé hein, qui est illuminé. Effectivement, l'homme avait envoyé des dizaines de textos incohérents à cet ex-petit ami pour tenter de l'impressionner. Donc voilà. Donc toujours s'agissant de ce Antonicé, Maître Franck observe que son alibi n'aurait pas été correctement vérifié et que cet ambulancier aurait borné à Cagnac-les-Mines le 15 décembre 2020 entre 19h20 et 21h, alors qu'il n'habitait pas à Cagnac-les-Mines et avait fini son service. Oui, bon. Sauf que ce qui s'est passé entre Cédric et Delphine, c'était aux alentours de 23h, c'était pas 21h. Mais on s'en fout et on va dire, dans la nuit, rien ne prouve qu'il est à Cagnac-les-Mines, puisqu'on ne peut pas le géolocaliser, déplore-t-elle. Elle se penche ensuite sur le profil d'Alain A, inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, FIJAIS, enfin, voilà, F-I-J-A-I-S, et condamné pour viol avec acte de torture et de barbarie. Il avait laissé une femme presque pour morte. Oui, donc là, ce qui est fait, c'est qu'elle énumère en fait la liste des suspects qui avaient été regroupés au début de l'enquête et ensuite, qui, au fur et à mesure des avancements de l'enquête et des vérifications, parce qu'il y a eu des vérifications pour tous ces suspects, ils ont fini par être écartés les uns après les autres. Et j'imagine que s'ils ont été écartés, c'est pas pour rien. Mais elle, comme elle veut instiller le doute dans l'esprit des jurés, elle essaye de montrer que voilà, il y a potentiellement tout un tas d'autres suspects potentiels qui étaient délinquants, qui comment dire, gravitaient autour du domicile des Jubillards et que potentiellement ça pourrait être l'un d'entre eux. Donc je reprends. Un procès-verbal dit qu'il n'a pas été géolocalisable pendant toute la nuit de la disparition et un autre procès-verbal dit qu'il est géolocalisé sur le site de son entreprise à 1h du matin, mais c'est en fait à 1h PM et pas à M, tense l'avocate. Des prélèvements ont été effectués dans sa caravane pour tenter de retrouver des traces de sang, ADN, cheveux, mais on ne l'envoie jamais au labo, s'étrangle-t-elle. À nouveau, une rumeur monte sur les bancs du public. Ouais, mais alors si elle s'amuse à faire la liste de toutes les personnes potentiellement dangereuses qui habitent dans le secteur de Cagnac-les-Mines et essayer de dire bah ça peut être lui, ça peut être lui, ça peut être lui, on n'a pas fini. Faut qu'il y ait quand même un minimum de rapprochement, de lien avec Delphine, parce que sinon ça peut durer longtemps comme ça. Hein. Et le directeur d'enquête nous dit que c'est de la faute des juges d'instruction. Mais on l'a traité par-dessus la jambe. C'est les fameux 10%, vous savez. Il faut faire semblant pour arriver aux assises, ironise-t-elle, se référant aux propos de l'enquêteur cité avant. En tout cas, c'est sûr qu'en listant tout ça, et en essayant de démonter toutes les preuves point par point, elle essaye vraiment elle sème la graine du doute, hein, je pense, dans l'esprit des jurés. Et du coup, ils vont peut-être être un peu ébranlés dans leur certitude. Et voilà, hein, c'est sûr qu'elle fait du bon boulot. Hein. Maintenant, on n'est pas dupe non plus. Il y a quand même tout un tas de preuves. Même si effectivement, il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'aveu. Bon. Donc, je reprends. Et puis, elle évoque le profil suspect de Joël S., qui avait dragué lourdement Delphine aux aguelles.
Il figure au fichier de traitement d'antécédents judiciaires, TAJ, pour violence aggravée, 2 fois menace de mort et procédure d'attouchement sur sa fille. Pile poil ce soir-là, il n'a pas de carte SIM dans son téléphone. Il en reprend une autre le 16 décembre en journée, de même que pour Alain A, les prélèvements ne sont pas envoyés en laboratoire. Lors de son audition face aux gendarmes, il écrit à sa compagne « J'ai peur, cornichon. Elle, moi aussi mon amour, mais on s'en tient à ce qu'on a dit. » Interrogé à la barre à ce sujet, le directeur d'enquête avait expliqué qu'il pensait être convoqué pour autre chose. « Mais on peut avoir des éléments ? Pourquoi écrit-il ça ?» interroge Emmanuel Franck d'une voix forte. Sa compagne est interrogée à son tour et cherche sur Internet risque de faux témoignages. À nouveau, le public s'agite, ça discute. Ouais, bon, spoiler alerte, Cédric Jubilard va être acquitté, tout le monde s'est trompé, c'est un gigantesque complot, les gendarmes sont nullissimes, l'enquête était à charge depuis le début, il y avait tout un tas de suspects qui auraient dû être mieux cuisinés, mieux interrogés, parce qu'ils étaient vraiment suspects, et on n'a pas fait les prélèvements nécessaires, etc., etc. Bon, c'est sûr que là, le fait qu'elle donne cette plaidoirie aussi dense, c'est vrai que ça va instiller un sacré doute. Hein. Elle affirme qu'aucun procès-verbal n'explique pourquoi donc ceux-là ont été retenus et pas les autres. En même temps, on va pas, je sais pas, tu peux pas étudier le profil de tous les gens qui habitent la région, qui ont un profil bizarre, s'il n'y a aucun lien avec la disparition de Delphine. Enfin, je sais pas, c'est complètement... Bref. Donc, le FIGES est intéressant et important, insiste l'avocate, citant le cas de la joggeuse Agathe Hilléré, récemment retrouvée morte dans la Vienne. Les gendarmes, c'est pas les nôtres, ont demandé la liste des gens inscrits au FIGES avec un résumé du mode opératoire de ces personnes, apporte-t-elle. C'est comme ça, soutient-elle, qu'ils ont identifié un suspect, violeur récidiviste. Voilà à quoi ça sert d'étudier sérieusement le FIGES, lance Emmanuel Franck d'une voix forte. Alors on en fait quoi de tout ça, interroge-t-elle, retrouvant son calme. Rien de tout ce que je vous ai dit n'est faux. Tout est dans le dossier. J'ai fait exprès de prendre les cotes, insiste-t-elle. Elle arrive à la fin de sa plaidoirie de 3h30 avec une pause au milieu. Voici venu le moment de me taire et de me rasseoir parce que je n'ai plus rien à vous dire et que je suis épuisée, dit-elle d'une voix posée où l'émotion monte tout d'un coup. Alors je suis désolée parce que là j'ai fait une répétition parce que j'ai changé, j'ai lu les comptes rendus d'un autre journaliste parce que c'était beaucoup plus détaillé que celui que je lisais précédemment et donc là on en arrive au terme de sa plaidoirie. Dans quelques secondes, je ne pourrais plus rien faire. Je me serais battue à chaque instant, à chaque minute, pendant 4 ans et demi, à chaque semaine d'audience. C'est difficile d'arrêter de parler. Tant que je parle, je le défends encore, déroule-t-elle, émue. Je l'ai défendu chez le juge d'instruction, lors des audiences devant la chambre d'instruction, devant les journalistes, devant ma famille, devant mes amis, devant ma fille, devant mon conjoint, déroule Emmanuel Franck. L'intéressé est assis juste derrière elle. Tant que je vous parle, je le défends encore et encore. Mais je vais me taire, parce que c'est seul, dans le silence et le recueillement, que vous pourrez mettre fin à ce cauchemar, conclut l'avocate. L'audience reprendra à 14h15 avec, cette fois, la plaidoirie de maître Alexandre Martin. Donc, reprise d'audience à 14h19, on va écouter donc la plaidoirie de maître Alexandre Martin. 14h19, l'audience reprend avec la plaidoirie d'Alexandre Martin. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les jurés, depuis 4 ans et demi, j'ignore si j'espérais ou si je redoutais ce moment, débute l'avocat. Je l'espérais pour avoir enfin la parole, pour crier ce que je ressens depuis 4 ans et demi. Je mesure le poids, la pression qui pèse sur mes épaules. Mon devoir m'oblige à tout faire pour sauver cet homme écrasé par la vindicte et une partie des médias, déplore-t-il. Aucun scénario cohérent n'est proposé, si bien qu'on a parfois changé son fusil d'épaule pendant l'instruction.
tonne Alexandre Martin d'une grosse voix. Vous ne serez pas le jury du festival de Cannes qui vient récompenser le meilleur scénario, lance-t-il à l'attention des jurés. Ce procès est en lui-même vicié. C'est dérouler le tapis rouge à erreur judiciaire que d'accepter même qu'il ne se tienne. Ah bon, carrément. Comment juger, comment défendre, quelles preuves devons-nous discuter, interroge-t-il. Votre décision sera historique. Elle dira le visage que vous voulez donner à cette justice, poursuit-il. Je voulais vous parler de Cédric, de ce qu'il vit depuis le 16 décembre 2020, de la solitude qui est la sienne face à cette meute accusatrice, explique Alexandre Martin. C'est lui, une conviction des gendarmes figée dès le premier jour. 6 mois d'investigation orientée vers lui. Pour préparer son interpellation programmée pile 6 mois après la disparition, le moindre grain de sable qui peut enrayer cette machine est écarté, estime-t-il. On l'épie. Ses faits, ses gestes, s'il sourit, s'il ne sourit pas, on le scrute, on l'accuse dès le départ, la rumeur se répand, relate l'avocat de l'accusé. Il déplore la petite musique lancinante qui a pu se développer dans l'esprit de tous. S'il est incarcéré au bout de 4 ans et demi, c'est certainement qu'il est coupable. Voilà contre quoi nous nous sommes élevés. Peut-être maladroitement, mais quelque chose ne nous a jamais fait défaut. L'opiniâtreté mise à défendre celui-ci, considère Alexandre Martin. 4 ans et demi d'isolement, seul dans une cellule de 9 mètres carrés. Il ne parle qu'au mur ou aux fantômes sans visage des cellules d'à côté, dont notamment un certain Marco, par exemple. 4 ans et demi qu'il a pour plaisir 1 heure par jour à regarder le ciel dégagé, décrit l'avocat. 4 ans et demi d'une promenade d'1 heure par jour où il tourne comme un rat dans sa cage. 4 ans et demi qu'il n'a pas vu un carré d'herbe. 4 ans et demi de cet enfer. Et vous voulez qu'on sorte indemne d'un tel traitement, interroge Alexandre Martin. Sans voir ses enfants. Je ne laisserai personne dire qu'il ne les aimait pas. Il les aimait, ces gosses. Il leur a trop écrit, pas assez écrit. Ça ne va jamais, regrette l'avocat. Pour Alexandre Martin, Cédric Jubilard n'a plus de mère. Vous savez, le regard bienveillant de la mère qui se penche sur son enfant, on en est loin, estime-t-il. Nadine Fabre l'écoute dans la salle. Je ne vois pas sa réaction, entre parenthèses. Jamais je n'ai vu une mère abandonner son fils, déplore-t-il. Non mais en fait, on fait le procès de la mère de Cédric Jubilard ou de Cédric Jubilard? Parce que, bon... Bref. Même au procès Méra, la mère Méra, aussi détestable soit-elle, est venue défendre ses enfants, huée par les partis civils, par la vindicte, pointe-t-il. Tu peux apparaître comme le spectateur de ton propre procès, lance-t-il à Cédric Jubilard. Il ne crie plus, il ne pleure plus. Ça fait 4 ans et demi que je dis que je suis innocent. Je l'ai dit, je l'ai répété. Je suis innocent, je suis innocent. Personne ne l'a entendu, déroule l'avocat de la défense. Oui, enfin, à part dire je suis innocent, ça ne l'a pas empêché de dire en parallèle je me suis débarrassé de Delphine et j'ai planqué son corps et personne ne la retrouvera. Tout ça en se vantant et en rigolant. Bon, pour quelqu'un d'innocent, je trouve quand même qu'il n'a pas le comportement adapté. Mais bon, je ne sais pas, moi. Bref, je continue. Il ne crie plus, ne pleure plus, je suis innocent. Alexandre Martin retrace la vie de Cédric Jubilard, né en 1987, d'une mère trop jeune, sacrifiant la vie de Cédric pour satisfaire la sienne. Ah ben je pense que la mère de Cédric va en prendre plein la figure pour pas un rond. Alors oui, elle a laissé son enfant en foyer. Oui, elle n'est pas intervenue lorsque le beau-père a été violent avec Cédric. Il ne faut pas oublier qu'elle avait que 16 ans quand elle a eu son fils et qu'elle s'est retrouvée à la rue parce que sa mère l'a foutue à la porte et qu'elle a dû vivre dans une voiture avec un nouveau-né. Donc on comprend pourquoi elle l'a fait placer. Encore une fois, ce n'est pas le procès de la mère de Cédric, hein, c'est quand même Cédric Jubilard qu'on est censé juger. Bref, c'est l'avocat de la défense, il faut bien qu'il trouve des arguments pour faire pencher la balance en faveur de Cédric. Bon, je reprends. Il est placé petit en famille d'accueil, dans la famille M, le premier rayon de soleil de Cédric. Là, il a rencontré des gens aimants, relève l'avocat. Alexandre Martin relate que sa mère d'accueil le décrivait comme un enfant tout souriant quand il est arrivé à la maison. Il rappelle que l'accusé a vécu de nombreux épisodes de violence de la part de son beau-père et estime que sa mère, Nadine Fabre, ne l'a pas protégé. Alexandre Martin parle d'un enfant maltraité, placé, qui est décrit comme
résilient, qui ne se plaint jamais. Même aujourd'hui, il n'accable pas sa mère. Il a refusé qu'on le fasse, pointe-t-il. Cédric Jubilard avait refusé que ses avocats lui posent des questions. Il affirme que Delphine Ozaguel et Cédric Jubilard ont été heureux pendant plusieurs années ensemble. Il cite les propos de Chloé P., amie de la disparue, qui décrivait ainsi le couple en 2014. Delphine était heureuse dans sa vie familiale. Bah oui, mais enfin, en 2014, ça remonte à... Enfin, en début de relation, oui, c'est toujours tout beau, tout neuf, mais c'est après que ça se complique. Rappelons que les époux se sont rencontrés en 2007. Ils ont été heureux, se sont aimés, insiste l'avocat. Ils étaient voulus, ces enfants, ajoute-t-il. Oui, enfin, elle a bien dit quand même, Delphine, des propos rapportés, que le deuxième enfant, elle l'avait fait pour essayer de sauver son couple. Bon, malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, je reprends. Cédric, il était ce qu'il était, mais Delphine l'a aimé comme il était. C'était une femme indépendante, Delphine, capable de s'opposer, une femme qui travaillait, qui sortait aussi sans lui, rapporte-t-il. Je ne vais pas vous raconter un conte de fées. Il est chiant, Cédric. Il sait tout sur tout, il veut qu'on le regarde. Peut-être que le péché originel, c'est l'absence de regard de sa mère, pointe Alexandre Martin. À part Lolita, la cousine de la disparue, aucune personne n'a jamais décrit le moindre geste de violence sur Cédric. Personne. Sur Delphine, pardon. Le geste de violence sur Delphine. Personne n'a évoqué la moindre violence de Cédric sur Delphine, martèle l'avocat de la défense. Il parle d'un couple normal, paisible, un garçon qui a ses défauts, ses qualités, qui aimait Delphine, qui était capable de le démontrer. Sinon, il n'aurait pas fait 2 enfants ensemble, considère Alexandre Martin. La caricature, c'est de dire « Elle était sous emprise, il fallait qu'elle s'éloigne. » Et elle aurait mis des années à s'éloigner de Cédric, lui qui n'aurait eu de cesse de la rabaisser, d'exercer des violences psychologiques, relève l'avocat de la défense. Il retrace les prémices de la séparation et observe dans les messages entre les époux un passage à vide le 9 juillet 2020. Delphine Ozaguel écrit à son mari « Franchement, je ne sais pas ce que je veux. » Et elle va passer un week-end avec Chloé P. C'est la témoin qui intéresse le plus parce que c'est sa meilleure amie. Elle la connaît par cœur. On est le 14 juillet et elle nous raconte que Delphine est heureuse, affirme l'avocat. Pour mémoire, le témoignage de Chloé P. au procès qui s'est montré particulièrement virulente vis-à-vis de l'accusé, la jeune femme a parlé pour la première fois de féminicide à la barre. Ah, donc c'est elle qui a... Parce que j'ai pas suivi la première semaine du procès, mais apparemment, donc, c'est cette dame qui s'appelle Chloé, qui est donc la meilleure amie de Delphine, qui a prononcé pour la première fois le terme de féminicide. Intéressant. Et puis Delphine Ozaguel rencontre son amant sur le site Glidden. Donna Jean M., le pianiste qui lui joue la sérénade, relève l'avocat de la défense. Et là, l'infirmière craque. J'en ai marre de cette vie de bidochon, de cette voiture de bidochon. Il y en a marre, lance l'avocat. Précisant, c'est de cette vie dont elle ne veut plus, Delphine. Il n'y a pas un message où elle dit « J'en ai marre que tu m'insultes ». Oui, donc là, en fait, il sous-entend que Cédric n'était pas violent envers Delphine, n'était pas maltraitant, et que donc ça peut pas être un féminicide. Hein. J'imagine que c'est un peu ce qu'il essaye de sous-entendre. Je suis un peu déconcertée par la conviction de l'accusation. Une montée en pression, il n'y en a pas, estime-t-il. Qu'elle veuille partir, elle l'a déjà annoncé. Qu'elle ait un amant, il l'a déjà découvert. Et puis, il en aura la confirmation quand Louis lui dira qu'il l'a vu en visio. Il dit rien, ne fait rien, affirme l'avocat. Jamais un message d'insulte, jamais, pas un seul, clame l'avocat affirmant. Dans les procédures de divorce, vous en avez d'autres. Il y aura une tentative de géolocalisation. Oui, il a tenté. Mais qui n'a pas eu envie de savoir où est sa femme quand elle est en train de partir? Interroge Alexandre Martin. Je vais dire quelque chose d'un peu choquant. La préoccupation de Cédric à ce moment-là, c'est « qu'est-ce que je vais faire après ?» Si je retrouve quelqu'un, ça me va.
qui s'occupe aussi des gosses aussi, qui m'aide, poursuit l'avocat. L'avocat continue d'essayer de montrer qu'il n'y a pas eu de pétage de plomb de son client le soir du 15 décembre 2020. Il la surprend, mais la surprendre de quoi, interroge-t-il, persuadé que Cédric Jubilard savait parfaitement qu'elle avait un amant. Il l'avait déjà surprise. Il n'est pas dénué d'intelligence ni de sensibilité, Cédric Jubilard, fait-il valoir. Donc, comme à mon habitude, je lorgne sur les tweets des différents journalistes, et il y en a un que je trouve intéressant, enfin, qui donne des détails que l'autre journaliste n'a pas donné, donc je lis le post. Pour finir, donc en parlant de Cédric, on lui a même retiré son nom de papa pour se faire appeler dans une lettre soufflée, suggérée, indigne, je le dis. On veut même lui retirer l'autorité parentale. Même Delphine n'y a pas pensé à ça. Delphine, quand elle veut divorcer, elle note sur un papier garde alternée. Oui, mais excuse-moi, ton client, il est quand même maltraitant envers Louis. C'est pas étonnant qu'on veuille lui retirer l'autorité parentale. Je sais pas, au bout d'un moment, pardon. Hein. Quant à la lettre, évidemment, la lettre, ils vont essayer de faire croire, essayer de convaincre les jurés qu'elle a été écrite sous l'influence de la tante, qui est la sœur de Delphine. Et donc, à charge contre Cédric Jubilard, évidemment. Ce n'est pas forcément le cas. Donc, je reprends. Donc, le soir, on revient sur le soir du 15 décembre. Est-ce que Cédric Jubilard la surprend? Mais la surprendre de quoi? Interroge-t-il, persuadé que Cédric Jubilard savait parfaitement qu'elle avait un amant? Qu'est-ce qu'il a dit, Cédric Jubilard? Il me semblait qu'il avait dit qu'avant sa disparition, il n'avait pas la preuve formelle qu'elle avait un amant. Il faudrait savoir, il était au courant ou il n'était pas au courant? Et s'il était au courant, depuis combien de temps? Il l'avait déjà surprise. Il n'est pas dénué d'intelligence ni de sensibilité. Cédric Jubilard fait-il valoir? Donc il savait ou il ne savait pas, non seulement c'est pas établi, clairement, mais il est juste en train de faire valoir pour moi que son client est un menteur. Voilà, c'est tout ce qui va réussir à convaincre. Donc je reprends, plaidoirie toujours de maître Alexandre Martin. Donc il revient sur les menaces de mort proférées par Cédric Jubilard à l'encontre de Delphine plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant sa mort. Et évidemment, comme on pouvait s'y attendre, il tourne ça, pas en dérision, mais il va minimiser fortement les propos en disant que c'est un homme qui est poussé à bout de nerfs. Voilà, il dit ça sur le ton de la colère, comme on peut dire, quand tu es énervé après quelqu'un, ça peut arriver de dire, bah tiens, j'en ai marre de cette personne, je vais la buter, je vais la tuer. C'est pas pour ça que tu passes à l'acte. Et donc, il va expliquer que ça ne veut rien dire. Donc, il a annoncé son crime, je vais la tuer. Alors, si Cédric Jubilard avait un langage choyé depuis sa naissance, effectivement, ses propos seraient de nature à dire « Ah tiens, on sort de la norme », estime Alexandre Martin. Il aurait dit à sa mère et à Sofiane « Je vais la tuer ». Des propos outranciers, émanant d'un homme qui ne mesure pas sa parole. J'ai déjà entendu des gens parfaitement civilisés dire « J'en peux plus de mon associé, je vais le tuer », affirme-t-il. Qui ne l'a pas entendu? Oui, il est capable de dire « Je vais la tuer ». Elle me fait CHIER, reconnaît-il. Mais il fait plus que dire ça, parce que non seulement il le dit, mais il dit également qu'il va enterrer le corps et que personne ne va jamais le retrouver, ou qu'il va se débarrasser du corps et que tout le monde se cassera les dents à retrouver quoi que ce soit. Ça va quand même plus loin que de simples menaces, me semble-t-il. Et ne pas oublier également, il dit ça, il dit menace de mort, et donc il va dissimuler le corps quelque part. C'est quand même, il insiste tellement que il va même, voilà, c'est ça que je cherchais quand il regarde un reportage télé sur Jonathan Daval, il dit quand même, toujours sur le ton de la rigolade, mais on sait très bien que dans chaque mensonge, il y a toujours une part de vérité, n'est-ce pas? Quand il dit « Oh ben moi, je ferais mieux que Daval », en se faisant mousser. Excuse-moi, mais il y a quand même de quoi se poser des questions. En tout cas, ce n'est pas la posture d'un homme innocent, me semble-t-il. On a tout détruit, on a présenté papa comme un coupable. On aurait pu imaginer un autre discours. Louis, tu as vu ce que tu as vu, mais papa, c'est quand même papa. On ne lui fait pas écrire ça sur un papier. En même temps, il a écrit
il est censé avoir écrit ce qu'il avait envie d'écrire. On a vu des consciences bien pensantes dont l'objectif est de faire condamner papa, de dire qu'il a pu mentir. On ne lui a pas dit attention, il y aura un procès, peut-être que ton papa est innocent. On a tout détruit en 4 ans et demi. Cédric, tu n'as plus de mère. La maternité, c'est ce qu'il y a de plus beau dans l'art. Ce regard bienveillant qui se penche sur son enfant. Ici, on en est loin. Ouais, enfin, c'est pas le procès de la mère de Cédric qu'on fait, hein, c'est le procès de Cédric Jubilard. Hein. On parle d'instinct maternel, il n'y en a aucun. Bah, c'est tout le débat de savoir est-ce qu'une mère doit défendre son enfant jusqu'au bout, même s'il a commis le pire. Certains diront oui, l'instinct maternel, une mère se doit de défendre son enfant jusqu'au bout, et d'autres diront non, absolument pas. Elle a le droit d'avoir son libre arbitre, et si elle pense que ce que son fils ou sa fille a fait en l'occurrence c'est dégueulasse, non, elle ne le défendra pas. Parfois, il faut savoir se mettre face à ses propres responsabilités aussi. Hein. Donc, je reprends. Donc, il dit qu'il n'y a pas d'instinct maternel. C'est humainement le plus difficile. Jamais je n'ai vu une mère abandonner son fils. Même la mère de Mohamed Merah a défendu ses enfants. Super l'exemple. Hein. Cet homme est seul, cet homme est détruit. Lui, le pleurnichard, ne peut plus pleurer. Lui, le gueulard, ne peut plus gueuler. Il est désincarné. Oui, Cédric, c'est insupportable de voir à quel point tu peux être le spectateur de ton propre procès. Ouais, alors là, je souris parce qu'en fait, habilement, il est en train d'expliquer pourquoi Cédric Jubilard aurait une attitude aussi détachée. Parce que c'est vrai qu'il a une attitude absolument antipathique au possible. C'est-à-dire le mec, il est impassible, il n'a aucune émotion, il est froid, il est fermé, il a des réponses ultra courtes. On sent qu'il s'en fiche finalement de ce qui est arrivé à Delphine, peu importe qu'il soit innocent ou coupable. On dirait que ça ne le touche pas le moins du monde. Et en fait, pour essayer d'expliquer son comportement, l'avocat est en train de dire que c'est la détention, en fait, le fait d'être incarcéré pendant 4 ans et demi qui l'a cassé psychologiquement, de sorte qu'il n'a plus d'émotion. Il est plus capable de pleurer. Il est plus capable d'être ému, il est plus capable de s'énerver. Et donc, il essaye d'expliquer que cette absence de réaction, hein, qui pourrait passer pour de la sociopathie, hein, finalement, eh bien, c'est dû à son incarcération prolongée. Parce qu'il se rend bien compte que ça dessert énormément Cédric Jubilard, son comportement. Donc, il essaie de le dédouaner, en fait, si je comprends bien. Donc, je reviens sur la plaidoirie de Maître Martin. Donc c'est insupportable de voir à quel point tu peux être le spectateur de ton propre procès. Tu n'as fait que répéter que tu étais innocent et personne ne l'a entendu. Alors il s'en remet à nous et à vous. Ce qu'il a vécu depuis 4 ans et demi, c'était indicible. Ce qu'a enduré Cédric, un animal ne l'aurait pas supporté. Après une telle torture, bien sûr qu'il se présente devant vous sans être parfait, une sorte de pantin, ridicule, désincarné. Il n'est pas dénué d'affect, pas dénué d'empathie, on ne dirait pas. Il le cache bien alors. Il a démontré dans sa vie. Il n'y a plus rien, il est l'ombre de lui-même. Les seuls qui pourraient en témoigner, ce sont ses avocats. Mais on ne le fera pas, car c'est le secret, l'intimité. Je vais vous parler de la construction de cet homme qu'on a voulu caricaturer. Il faudrait que je sois idiot pour vous dire qu'il est parfait. La solitude de Cédric a commencé tôt. Donc, là, on revient à l'enfance de Cédric Jubilard. Donc, il est né en 87, d'un père absent qui témoignera une demi-journée de sentiments à 14 ans, en lui achetant un survêtement. Fin de l'histoire. Une mère trop jeune qui sacrifie la vie de Cédric pour satisfaire la sienne, ça c'est lui qui le dit. Dans quel monde vit-on? C'est vrai qu'en même temps, avoir un enfant à 16 ans et se faire jarter chez sa propre mère, en se retrouvant à la rue à 16 ans avec un nouveau-né dans les bras, c'est sûr que c'est pas évident. Il part dans sa famille d'accueil. Là, il a rencontré des gens aimants. Il nous parle d'un enfant attachant qui est capable de dire « j'aime Cédric », un enfant souriant, heureux, jamais de colère. Il y a comme ça dans la vie des hommes des gestes de tendresse qui permettent de se construire un peu. Ce bonheur sera fugace car sa mère décidera qu'elle doit le récupérer en 1995.
Peut-être croit-il qu'il va retrouver un foyer plein d'amour. Il y a déjà une mesure d'assistance éducative. Donc là, bon, bah, on sort, hein, j'ai envie de dire l'argument habituel, c'est-à-dire l'enfance malheureuse qui pourrait sortir les violons, préparer vos mouchoirs. Hein. C'est parti. Et les rapports sont accablants. Une mère manipulatrice, un Cédric qui ne veut pas rester avec son beau-père, des hématomes avec une mère qui emmène son fils chez un généraliste pour contrecarrer le légiste. Échymose, violacé, orbitaire, comment réagit-il? Il est fataliste et il repart dans les placements. Il est brinque-ballé comme un paquet. Vers 15-16 ans, il va rencontrer un éducateur privé. C'est sûr qu'il a eu une enfance, ça on va pas se mentir, il a eu une enfance très compliquée avec matinée de violence et de maltraitance. Mais ça, bon, c'est pas pour ça que tu deviens forcément un meurtrier à l'âge adulte. Cédric Jubilard est un personnage un peu particulier, capable de s'emporter, de dire un peu n'importe quoi, de gueuler, pas capable d'introspection, on est d'accord, détaille Alexandre Martin. Il est construit sur le mode abandonnique, mais tout au long de sa vie, c'est pas un homme emporté par une passion débordante. Il n'est pas obsessionnel, pas enfermé dans cette passion, insiste l'avocat. Cédric Jubilard écoute attentivement son avocat. Il a la bougeotte comme d'habitude. Ses jambes frétillent, il change souvent de position, mais regarde toujours devant lui. La violence chez lui n'est pas structurelle, affirme Alexandre Martin. Il parle concernant d'une violence de mimétisme, de celui qui a suivi des maltraitances. C'était des violences justifiées dans son esprit. Il reconnaît qu'il s'agit de méthodes éducatives avec 60 ans de retard, et ajoute « Ce qui aujourd'hui vous paraît choquant, c'était le quotidien dans certaines institutions il y a un siècle. Je ne vous demande pas de l'aimer, cet homme. Vous pouvez penser que c'est un CO2NARD, que vous n'en feriez pas un copain. Je ne suis pas certain que vous partiriez en vacances avec lui, poursuit Alexandre Martin. À partir de cette image d'un garçon qui aime bien être seul, qui n'a pas beaucoup de copains, qui fume du shit, d'aucuns le verront comme un coupable, anticipe-t-il. Il regrette qu'on ait critiqué le fait que Cédric Jubilard cherche le corps de son épouse lors des battues. Mais elle n'est pas cachée, Delphine. Dans le meilleur des cas, elle est moribonde ou elle est décédée, pointe l'avocat. Il cherchait pas le corps, je comprends pas qu'il dise chercher le corps, alors qu'au début des battues, justement, il avait l'attitude de quelqu'un qui ne cherchait pas, et ça lui a été reproché d'ailleurs par la suite. Donc là, Juliette Campion suspend son tweet pour la journée, car elle écrit l'article pour demain, donc je vais suivre les comptes rendus, les threads, enfin les posts, les tweets du nouveau détective. Alors, je suppose qu'il n'était pas au même endroit chronologiquement parlant. Donc, je vais continuer de suivre à peu près à l'heure où Juliette Campion s'est arrêtée. Donc, j'y vais. Alors, cette première partie de vie, donc il parle de l'enfance de Cédric, je voulais raconter pour en tirer des enseignements. Il est abandonné 2 fois, trimballé comme un paquet, il est toujours décrit comme souriant résigné. Bon, ça, je crois que j'ai déjà lu. Même aujourd'hui, il n'accable sa mère, il a refusé qu'on le fasse. Dès son adolescence, il est décrit comme un bosseur. Il fait des efforts. Ses employeurs sont satisfaits. C'est un bosseur. J'en tire quoi? Enfin, c'est pas tellement ce qu'on a entendu au début de procès. Il disait justement, quand ses collègues employeurs se sont exprimés à la barre, que bon, il faisait le boulot, mais qu'il n'était pas super minutieux, pas tellement investi. Il n'a pas tout à fait le même profil. C'est quelqu'un qui est capable de respecter la norme et les contraintes. Il est capable de supporter ses frustrations. Il n'a jamais accédé à la violence. Ses copains disent qu'il était brave, vaillant, pas violent. Je voulais vous montrer comment cet homme a grandi, comment il s'est construit, capable de tolérer la frustration, capable de supporter les pires souffrances, et il ne le dit même pas. Il est jeune quand il va rencontrer Delphine. Delphine avait son lot de souffrances. Le père sera rapidement absent du fait d'un démon qui le ravageait. Une mère dévouée au service de ses enfants, partie trop tôt, emportée par la maladie. Donc là, il parle des parents de Delphine, qui sont décédés. Delphine, elle avait le sourire. Elle a rencontré celui-ci en 2005. Ils se sont construits avec la réflexion. Une colocation en 2006. En 2013, on se marie. En 2014 arrivera
Louis et 5 ans après Elia. Alors, une relation normale. Rapidement, il va agacer les proches de Delphine. Ce n'est pas la relation avec Delphine qui est dénoncée, c'est ce qu'il était, son insolence, son besoin d'être regardé. Trop abandonné, il gueule pour exister, il veut qu'on l'aime. Toute la famille vous décrit ce couple qui se construit. La relation va naître. Tous les décriront ainsi. Même Nadine dira « ils étaient heureux ». Chloé, la meilleure amie, décrit Delphine que Delphine était heureuse dans sa vie familiale, heureuse de devenir une maman. Voilà le couple en 2014. Ce couple va être atteint d'une certaine monotonie. En 2018, quand il s'installe comme auto-entrepreneur, autant vous dire que ça ne marchera jamais. Cette maison qui ne se finit pas, qui n'avance pas. Cette maison qu'il a construite de ses mains. Car il n'est pas toujours à la tâche. Peut-être qu'il est un peu fatigué, un peu fainéant. C'est les premiers moments. Pourquoi je vous raconte ça? C'est pour vous dire qu'ils ont été heureux, qu'ils se sont aimés. Ça, on le savait en début de relation. Ça n'a pas été toujours l'ambiance décrite à la maison en 2018, ça fait 13 ans. Lui, le pestiféré, il s'écartait, il venait moins au repas de famille, mais Delphine l'aimait comme il était. Ouais, jusqu'au moment où elle en a eu ras-le-bol. Elle était indépendante, Delphine, capable de s'opposer. Elle était entourée, indépendante. Qui avait des amis qui sortaient, elle avait des... Alors, il manque le début de phrase. Delphine, j'imagine, qui avait des amis, qui sortaient aussi sans lui, car il était chiant, Cédric, il sait tout sur tout, lui le gamin un peu agité, il sait tout sur tout, il veut qu'on le regarde. Dans sa vie, le péché originel, c'est peut-être l'absence de sa mère, alors il veut qu'on le regarde, il le reconnaît lui-même. Alors on va convoquer les témoins de la violence exercée sur Delphine. À part Lolita, personne n'a jamais décrit le moindre geste sur Delphine, personne. Ouais. Alors, elle est discrète, il ne l'est pas, et celui-ci est toujours mieux seul car il n'a pas confiance en grand monde, car il s'est construit seul. Lui aime se balader à la campagne avec Delphine, regarder la télé, jouer sur le téléphone, jouer avec les enfants. Il s'en est occupé de Louis, j'y reviendrai. Le soir, quand Delphine travaillait, elle faisait une visio avec ses enfants auxquels Cédric avait fait à manger, pris le bain. En même temps, c'est normal qu'il s'occupe de ses gosses quand sa femme est partie travailler. Il ne va pas les laisser livrer à eux-mêmes. Qu'il leur fasse à manger et qu'il les lave, c'est quand même un petit peu la moindre des choses. Enfin, je ne sais pas, je dis ça, je dis rien. Je vous présente sa vie sans caricature. Un couple normal, paisible. Un garçon qui a ses défauts, ses qualités, qui aimait Delphine. Sinon, il n'aurait pas fait 2 enfants ensemble, un mariage. L'intérêt de ce développement, c'est d'arriver à ce qui vous intéresse, la fin de ce couple, l'année 2019 et 2020. La caricature, c'est de dire qu'elle était sous emprise, qu'il fallait qu'elle s'éloigne, lui qui n'aurait eu de cesse de lui infliger des violences psychologiques. Qui les raconte? On a une chance dans le dossier, c'est qu'avec les messages, on peut présenter une radioscopie du couple. Je ne vous dirai que ce que diront les gendarmes. En 2019, une relation amoureuse réciproque. En juillet, ça repart après un petit bas. En 2020, 11 mois avant la disparition, elle écrit « Bonne nuit mon amour », en juin « Je t'aime ». Oui, enfin ça reste que des mots, ça ne veut pas dire grand-chose. Dans le même temps, Delphine, et c'est un reproche, c'est tellement la vie, elle avait 17 ans quand elle l'a rencontré, alors au printemps 2020, elle va envisager d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ouais. Elle se met sur un site qui n'a que cet objectif, à savoir Glidden. Elle va sur Glidden, oui, enfin, si elle va voir, c'est pas... Enfin, là, il a l'air de dire, bon, bah, elle en a un peu marre de sa petite routine pépère, plan-plan, elle l'a connue très jeune, elle a envie de s'offrir une seconde jeunesse, donc elle va voir un peu ailleurs. C'est pas vraiment ça. Si elle va voir ailleurs, c'est qu'elle en peut plus de cette vie de bidochon, de cette vie où Cédric ne s'implique pas comme elle voudrait qu'il s'implique, de Cédric qui vit à ses crochets, qui n'a pas d'emploi stable et qui ponctionne sans arrêt sur ses propres revenus. On peut comprendre qu'elle soit lassée de tout ça. Bref, je continue. Elle va sur Glidden. Celui-ci va s'inscrire aussi pour voir ce qui se passe ou ce qui va se passer. Et c'est Delphine qui finit par aller sur le compte de Cédric et pas l'inverse. Là, les choses sont un peu difficiles. Delphine commence à se poser des questions sur sa vie.
Elle est fatiguée de cette maison qui n'est pas finie. Et là, un passage à vide, 9 juillet 2020. Il faut que les efforts aillent dans les deux sens. Elle a d'autres envies, elle n'envisage pas de quitter Cédric. Elle va passer un week-end avec Chloé et c'est le témoin qui intéresse le plus car c'est sa meilleure amie. On est le 14 juillet, elle raconte que Delphine est heureuse. Pas encore parce qu'elle a rencontré Don-Agent, elle est heureuse car celui-ci a trouvé un CDI. Car elle va pouvoir construire des projets. On est à 7 jours de rencontrer Don-Agent. Mais c'est vrai, Cédric... Mais c'est vrai, Cédric, qui tu as dû la fatiguer... Ah oui, mais c'est vrai, Cédric, que tu as dû la fatiguer avec des insultes. Oui, c'est pas de la violence de se faire insulter sans arrêt, hein. Si, un peu quand même. Elle n'écoutait plus. Les mots, ça peut faire mal, Cédric. Elle n'écoutait plus. Bah, c'est un être humain, en fait. Elle a son... Elle n'écoutait plus. C'est pas... Elle n'est pas... Enfin, bref. Elle n'est pas... soumise à Cédric, elle a le droit d'avoir son libre arbitre en fait. Elle n'écoutait plus. Je trouve que la phrase elle est un peu, elle n'est pas très bien tournée. On est dans cette relation où au 15 juillet, elle espère que le CDI va être signé et patatras, le CDI il ne le signe pas. Tout s'effondre et surtout il y a la rencontre avec Don-Agent. Don-Agent arrive dans la boucle. Il ne l'aurait pas rencontré, elle n'aurait pas eu l'idée de partir. Ça, c'est toi qui le dis. Hein. Elle aurait peut-être eu l'idée de partir avec ou sans Don-Agent. Hein. Il va la faire rêver. Entre celui qui passe son temps à jouer à des jeux, qui fume des joints dans le jardin, et de l'autre, Don-Agent, qui se présente comme le gendre idéal, le séducteur de Glidden, le pianiste qui va lui jouer la sérénade, et elle va tomber amoureuse. Elle se cherche encore, Delphine. C'est une femme qui se cherche. Avec Clément, David, des échanges, des photos. En juin, on loue déjà des voitures. Je ne porte pas de jugement, c'est tellement la vie. Ouais, tu portes pas de jugement, tu fais style que tu portes pas de jugement, mais tu laisses sous-entendre que, bon, hein, elle n'était pas toute rose, quoi. C'est quand même un peu ce que tu es en train de sous-entendre. Hein. On avance. En juillet, il y a cette histoire de voiture. Don-Agent est en train de rentrer dans le cerveau de Delphine. Cédric commence vraiment à l'exaspérer avec son « je m'en foutisme ». Elle écrit. J'en ai marre de cette vie de bidochon, de cette maison de bidochon, il y en a marre. C'est cette vie dont elle ne veut plus, Delphine. Don-Agent Maquet lui propose une autre vie qui lui ferait regretter la sienne. Et là, les choses vont commencer à monter. Mais soyons honnêtes, un couple, c'est fait de montagnes russes. On l'a tous vécu, des hauts et des bas, la volonté de partir, car on fait une rencontre, un idéal que l'on attendait. Mais dans le même temps, avoir la tête sur les épaules. Ce combat qui se joue, est-ce que je pars ou non? Est-ce que je fais supporter ça à cet homme pour qui j'ai de la tendresse? Ce sont ces messages de septembre où elle salue ses efforts. Il y en aura encore en décembre. Elle lui dit finalement qu'elle veut divorcer, il se doute qu'elle a un amant. Il pose des questions, il a même pleuré. Il se doute, il essaye de faire des efforts, de la reconquérir, puis il arrête. Et là, il s'inscrit lui-même sur des sites mythiques, entre autres. Je suis un peu déconcertée par la position de l'accusation. Il n'y a pas de montée en pression. Qu'elle veuille divorcer, elle l'a déjà annoncé. Qu'elle est un amant, il l'a déjà découvert et il a le droit à la confirmation quand Louis lui raconte la rencontre en visio. Il ne fait rien, il ne dit rien. Il dit qu'il l'aime encore, mais en parallèle, il essaye déjà de se construire. Voilà comment les choses évoluent. On vous dit non, non. Il n'avait de cesse de fliquer Delphine. L'accusation a besoin de s'éloigner de la vraie vie. Si vous constatez que votre femme ne vous prend plus la main et qu'elle ne vous dit plus assez « je t'aime », vous allez commencer à vous interroger. Ce flicage, ce harcèlement, vous ne pouvez rien en faire. Jamais il ne va vérifier à la clinique, ne téléphoner, jamais. Il y aura une tentative de géolocalisation. Oui, il a tenté, mais qui n'a pas envie de savoir où est sa femme quand elle est en train de partir? Là, elle dit stop, ça suffit. Elle lui reproche de ne pas l'assumer. Et après, il y a la question du divorce. Il est dans l'acceptation. Il va chez l'avocat, le notaire et la volonté de réunir des éléments, car si elle essaye de lui retirer les enfants, d'avoir de quoi contrebalancer, ça n'a pas de sens, mais c'est tellement droit. Il n'est pas pris d'une passion débordante. Pourquoi? On va se mettre à la place de Delphine. Elle avance. Elle a décidé de partir, certainement. Elle commence à chercher un appartement. Pourquoi lui aurait-elle dit ce soir-là
qu'elle allait le quitter sans appartement à 10 jours de Noël. À quel moment on peut imaginer ça? Bah, à quel moment on peut imaginer ça? Si, on peut l'imaginer, étant donné que ce jour-là, la femme de son amant vient de découvrir que son mari avait une liaison adultère et que tout était en train de basculer. Donc, évidemment qu'on peut imaginer que ce soir-là, elle allait lui dire enfin qu'elle voulait le quitter clairement. Je reprends l'histoire du pétage de plomb, vous l'inventez. Ah bon? Et toi, tu sais plus, enfin, lui, il sait plus que les autres ce qui s'est réellement passé ce soir-là. Il était là, dans le salon, à voir. Ça ne tient pas la route avec les éléments du dossier. Ah bon? Il a annoncé son crime, je vais la tuer. S'il s'exprimait avec grâce depuis la naissance, on aurait pu dire qu'il y avait quelque chose. Que peut-on rien imaginer à part des propos outranciers venant d'un homme qui ne mesure pas sa parole? Ou alors on peut imaginer qu'il avait l'intention de le faire, qu'il choisissait le bon moment, qu'il repérait les lieux en amont et que donc c'est de la préméditation, par exemple. Et donc ce n'est plus un meurtre, mais un assassinat, par exemple. Bon nombre de gens ont imaginé qu'il pouvait être coupable. Il n'était pas aimé, Cédric. Je ne vous demande pas de l'aimer, Cédric. Vous pouvez penser que c'est un CO2NARD. Alors pourquoi je ne dis pas le terme? Parce que sinon je me fais shadowban de YouTube. Donc je ne dis pas le terme qui est une insulte. Un gros mot, une vulgarité, une grossièreté. Il va être regardé comme un coupable dès le début. On va lui faire plein de reproches. Il ne la cherche pas. Je passe sur le fait que les gendarmes disent qu'il ne faut pas qu'il cherche. Oui, enfin, lors des battus, tout le monde cherche. Donc, si lui, il cherche aussi, je pense que ça passerait pas, ça paraîtrait assez logique. Bon. Il a pourtant pleuré chez Séverine, chez sa mère, avec son amie qui vient pour prendre le café. Il parle d'elle au passé, beaucoup de témoins parlent d'elle au passé. Et tout le monde délire, tout le monde imagine tout. Alors il cherche. Mais il cherche quoi? Un corps? Elle n'est pas cachée, Delphine. Si on la trouve, c'est qu'elle est décédée. Et ça, on lui a reproché. Et quand il évoque d'autres hypothèses, on lui dit comment? C'est scandaleux. Oui, le fait de dire qu'elle est enrôlée par les témoins de Jéhovah, qu'elle est partie faire le djihad, oui, c'est un petit peu scandaleux. Excuse-moi, mais oui. Ce procès est devenu le cimetière des certitudes. Il faudrait faire des enquêtes avec des experts qui n'analysent rien. Là, il n'a pas tellement tort. Avec Anacrim et avec Maya, qui ne sent même pas la balade de l'après-midi. Franchement, ça m'inquiète. Revenons à la base, à la criminologie et à la recherche des preuves. Et ce procès verbal, rédigé le 11 juin 2020, le 11 juin 2021 plutôt, 5 jours avant l'interpellation, absence de traces de lutte de sang, absence de nettoyage, désordre d'habitude, absence de travaux. Pareil dans la voiture, pas de scène de crime, pas de corps, on fait des saisies, rien du tout, rien. On analyse même les jus de fruits, rien. Le sous-sol, rien. Pas une seule trace, pas une empreinte, pas un seul élément de preuve. Conclusion, pas de scène de crime à l'intérieur de l'habitation. Nous n'avons aucune orientation criminalistique à donner à ce dossier. Quand Patrick Dills, enfin je trouve que comparer le pauvre Patrick Dills, qui avait seulement, je crois, 16 ans à l'époque, et à qui on a soutiré des aveux alors qu'il était complètement faible d'esprit, complètement, enfin vraiment, c'était tellement facile, c'était de la pâte à modeler. Comparer Patrick Dills à un Cédric Jubilard, je trouve que la comparaison est un petit peu malheureuse. Enfin bon. Quand Patrick Dills se défendait contre ses pauvres aveux, je pense que les gens souriaient quand son avocat commençait à parler d'un tueur à série. Ce qui a fini par sceller ma conviction de l'annonce de Cédric est cette écoute du 9 février, quand le téléphone de Cédric est allumé. Les gendarmes veulent vérifier les réactions des uns et des autres. Don Agent, lui, est prévenu. Cédric est prévenu par sa cousine. Il est sidéré. Il appelle les gendarmes. Il dit « Elle lit mes messages ». Il est affolé. Il demande à sa cousine d'enregistrer. Il appelle Delphine. Il envoie des messages écrits. Il hurle. Le téléphone sonne. Donc là, je suppose qu'il fait référence... C'était quoi déjà? La messagerie WhatsApp, non, Messenger de Facebook qui s'était connecté au compte de Delphine qui apparaissait comme étant en ligne.
alors qu'en fait, c'était des vérifications faites par la gendarmerie. C'est quoi si ce n'est pas de l'authenticité? Et il rappelle les gendarmes et il laisse des messages et il écrit. Ouais, c'est un peu léger quand même. La loi ne vous demande que d'avoir une intime conviction. Mais on vous parle quand même de preuves et d'exigences de motivation. L'intime conviction est déjà antinomique. La conviction, c'est se faire une idée avec les preuves qu'on nous apporte, des certitudes. Le terme intime est ce qu'il y a au plus profond de soi. Un juge qui n'est pas inquiet est un juge inquiétant. C'est en remettant tout en cause que vous jugerez. Ce que vous mettez dans l'urne ne regarde que vous. Vous pouvez aussi voter blanc. Il est comptabilisé, vous avez le droit de ne pas savoir, de voter blanc. Je ne savais pas qu'on pouvait mettre un vote blanc. Je pensais qu'ils devaient forcément mettre un bulletin oui ou non. Mais apparemment, ils peuvent voter blanc. Vous devez vous demander si oui ou non, des preuves suffisantes peuvent suffire à condamner l'accusé. Nous avons démontré le contraire. Non, vous ne pourrez pas le condamner. Votre devoir vous dicte de l'acquitter. D'accord. Donc, Maître Martin termine sa plaidoirie. Alors, il faut savoir que, évidemment, comme c'est très dense, on n'a pas tous les propos retranscrits par les avocats. Hein. Je regarde un peu les tweets des différents journalistes, mais évidemment, c'est impossible de tout retranscrire, donc on a des condensés. Donc, Maître Martin finit sa plaidoirie. Il plaide depuis plus de 2h15. Il regarde beaucoup plus les avocats de la partie civile, les avocats généraux et son client que les jurés. Donc, Maître Martin conclut sa plaidoirie. Ça fait 4 ans et demi qu'on attend ce moment ou qu'on le craint. J'ai le sentiment d'avoir tout donné. Il faut que je m'arrête. Et voilà, il arrête sa plaidoirie. Et donc, c'est la fin de l'audience pour cette journée du 17 octobre qui était consacrée donc aux plaidoiries des avocats de la défense. Personnellement, je trouve que sa plaidoirie à lui est moins convaincante que celle de sa consoeur, Maître Franck, qui, elle, s'est plus attachée, en fait, à essayer de démonter point par point les preuves, enfin, les faisceaux d'indices qui, pour elle, ne constituent pas de preuves réelles et tangibles. Et lui était là plus pour parler, on va dire, de la personnalité de Cédric Jubilard, de son enfance, du début de la vie maritale avec Delphine et de comment il a évolué, etc. Je l'ai trouvé un peu brouillon, un peu moins convaincant. Donc voilà, cette journée d'audience s'achève. Donc demain, on aura le verdict. Alors je ne sais pas, je pense que ce sera en fin de journée puisque il y aura peut-être Cédric Jubilard qui a la possibilité de s'exprimer demain matin. Donc je ne sais pas s'il prendra la parole ou pas. S'il prend la parole, j'imagine qu'il va dire « Je suis innocent, tous des menteurs, c'est pas moi. » J'en sais, voilà. Enfin, faut pas s'attendre à une plaidoirie de Cédric Jubilard, hein, ça c'est sûr. Et ensuite, donc, les jurés vont se retirer pour délibérer et on connaîtra le verdict. Alors, je ne sais pas combien de temps ça prendra, combien d'heures voilà, ça durera, mais potentiellement en fin d'après-midi ou peut-être dans la soirée, je ne sais pas. Donc, quant à moi, bah, j'arrête là cette vidéo pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la booster, à la liker, à la commenter, à la partager. Lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous si vous appréciez la lecture de ces comptes rendus. Ça m'aide pour être visible sur YouTube. Hein. Ça permet de booster l'algorithme et de rendre les vidéos plus visibles dans le dédale et le méandre de toutes les vidéos qu'il peut y avoir sur YouTube. Voilà. N'hésitez pas donc à débattre, à commenter. Qu'est-ce que vous a inspiré ces plaidoiries de la défense? Est-ce que vous pensez que ça peut faire pencher la balance et provoquer le doute dans l'esprit des jurés qui, du coup, pourraient prononcer l'acquittement de Cédric? Ou au contraire, est-ce que vous pensez que ça ne va pas changer grand-chose? Voilà. N'hésitez pas à en débattre dans la barre des commentaires. Quant à moi, bah, je vous dis à demain donc pour le verdict final et l'issue du procès de cette affaire très longue. Donc, je vous dis à demain. Et donc, affaire à suivre.